votre magazine Sport à la une. Entrée réussie pour les U17 en Coupe du Monde. L'équipe de Malik Daaf s'impose 4-1 devant les États-Unis. Prochaine rencontre contre les Pays-Bas mercredi à 20h, temps universel. Notre invité du jour est le sélectionneur de l'équipe nationale locale, Serigne Saliou Dia, une équipe locale qui n'ira pas au CHAN prévu en 2020, encore une route barrée par la Guinée. Nous tirons le bilan avec le sélectionneur qui, par ailleurs, peut se targuer d'avoir remporté 2 trophées continentaux avec le Sénégal, les Jeux africains de 2015 au Congo-Brazza et le tournoi de l'UFOA organisé ici il y a une semaine, une dizaine de jours de cela. Dans cette équipe locale, il y a un jeune qui monte et qui séduit. Nous l'avions découvert lors de la CAN U20, à l'issue de laquelle il avait été désigné meilleur joueur de la compétition. Il a confirmé par la suite au mondial U20. Il s'agit bien sûr du défenseur Moussa Ndiaye, jeune joueur de 17 ans. À travers ceux qui le côtoient et sa propre voix, vous allez découvrir qui est ce jeune annoncé comme l'un des futurs grands footballeurs de ce pays. Génération Foot n'aura pas réussi l'exploit d'intégrer la phase de poule de la Ligue africaine des champions, battue jeudi dernier par le Zamalek de Caire 1-0. Mais les Grenats n'auront surtout pas le temps de gamberger. Ils peuvent se rattraper en intégrant la Coupe CAF. Cela passe par une rencontre dès mercredi prochain contre une équipe béninoise. Nous en parlons avec Talafal, le chargé de communication de Génération Foot. Et nous parlons bien sûr des boss du web avec Mamadou Ndiaye et Madiop Père qui annonce un retour en force dans le hippisme, dans le foot européen. Il sera beaucoup question de Marseille aujourd'hui. C'est parti. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir, on parle de Marseille, j'entends des rires sur le plateau. Et oui, et votre sourire aussi en dit long, cher Tidiane. Bonsoir, coach Serigne Saliou Dia. Bonsoir, ma Fatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le plaisir pour moi. Tala, bonsoir. Bonsoir, Mam. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, coach. Voilà, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver, même si ce n'est pas pour parler de victoire, mais peut-être de belles victoires à venir. Alors tout de suite, cher, pour rentrer dans le vif du sujet, le sourire est certainement sur les lèvres des U17 sénégalais. Et là, on peut parler de victoire avec le Sénégal, qui pour sa première participation à une Coupe du Monde de cette catégorie U17 fait une belle entrée en matière en s'imposant sur le score de 4-1 devant les États-Unis. Menés au score dès la 3e minute, les Lionceaux ont égalisé dans le temps additionnel en première période grâce à Souleymane Faye avant de prendre les devants en seconde période. 3 autres buts qui seront inscrits par Pape Alioune Baldé, Mohamed Faye et Pape Matar Sarr sur un magnifique coup franc. Résumé de la rencontre avec Cheikh Diop. Une entrée réussie par les Lionceaux au Brésil, galvanisés avant le démarrage de la compétition par les messages de soutien de leurs aînés. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le début de la compétition. Je voulais vous envoyer tous mes encouragements. Bon courage à vous, je suis tout cœur avec vous, Inch'Allah, représentez bien le pays. En fait, c'était juste pour vous souhaiter bonne chance et vous dire qu'on est de tout cœur avec vous et que tout le peuple sénégalais est derrière vous. Pas de pression les gars, pas de pression. Mais par contre, prenez énormément de plaisir sur le terrain et le reste, ça va aller. Message reçu 100% par les poulains de Malik Daaf, malgré une entame très difficile avec un but encaissé dès la 2e minute devant les jeunes Américains. Les Lionceaux répondent juste avant la fin de la première période sur une frappe de Souleymane Faye déviée par le portier américain. Buried that brilliantly, and you have to say it's no more than Senegal deserve. 1-1. Les Lionceaux abordent tambour, battant la seconde période et multiplient les occasions. Une attitude qui va finir par payer. Aliou Baldé, entrée en cours de jeu double la mise. What a miss, but the rebound is in, and they have the lead. It's Baldé who picked up the pieces. Fine was away. The keeper maybe should have come. Made the first stop. Could do nothing about that. Le coaching de Malik Daaf est plus que payant. Ahmed Faye, lui aussi, entré en cours de jeu, marque le 3e but et permet aux Lionceaux de réussir le break.
Mais le but de la soirée est à mettre au compte de Pape Matar Sarr qui exécute excellemment un coup franc à la 89e minute. Oh, that is superb. What a strike. Cette victoire met sur orbite cette équipe sénégalaise pour une première en Coupe du Monde. Les Lionceaux rencontrent mercredi prochain les Pays-Bas. Voilà une belle entrée en matière pour une première participation à une Coupe du Monde. Faut-il le rappeler, les U17 qui ont quand même produit un beau jeu, qui ont séduit malgré une entame difficile. J'ai envie de dire que les Sénégalais sont un peu coutumiers du fait. On a du mal à rentrer dans nos compétitions, Serigne Saliou. Je pense que cette fois-ci, on entre bien dans la compétition. D'abord, il faut féliciter. On est parti. On est parti, on est bien parti dans la compétition. D'abord, féliciter un peu ces jeunes, féliciter aussi le staff technique. Bien sûr. Je pense que c'est un match qui s'est déclenché plus ou moins en deuxième mi-temps parce qu'il fallait le faire. Donc, ils ont fait une très belle préparation. On était ensemble tout le temps à Toubab Diala. Et je pense que ça, c'est tout le temps bénéfique. Donc, c'est l'idée, encore une fois, de féliciter la fédération par le centre d'excellence qui nous permet de travailler, qui nous permet d'être en gros pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, quand on voit ce match, on sent que c'est des joueurs qui s'étaient bien préparés. Sur le plan mental aussi, c'est des joueurs qui ont pu revenir et renverser. L'adage dit que les Sénégalais ne sont pas très bons mentalement, mais je pense qu'ils ont montré que l'exemple sur le plan mental, qu'ils ont pu revenir et forcer un peu pour casser l'addition. Donc, comme je l'ai dit tantôt aussi, sur le plan aussi du jeu, on a vu de très belles choses, de très belles séquences. Tout à fait. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir continuer dans l'humilité, il va falloir être très concentré. Je pense que c'est bien d'entamer, mais l'essentiel, c'est de très bien continuer. Et s'ils se concentrent, s'ils écoutent le staff technique d'Afrique, je le connais, qui est très exigeant, je pense qu'ils pourront nous voir des satisfactions. Très bien. Sur le plan du jeu, Talla, vous avez été séduit. On a vu quand même que, bon, moi je disais que il y a une forme de transition très rapide, des attaques très rapides, bien menées. Et on a vu que, et aussi, ces Sénégalais veillent au grain, puisqu'ils suivaient toujours les actions pour permettre de tuer l'adversaire. Est-ce que vous avez trouvé que cette équipe U17 présentait une certaine maturité dans ce jeu? Absolument, c'est des garçons quand même qui ont l'habitude de jouer pour certains dans des équipes de première division. Donc pour parler de Matar Sarr qu'on a connu à Génération Foot et qui est toujours, et qui est côtoyé même par des grands clubs européens parce qu'ils ont eu à faire des offres. Quand on entend parler de Man City qui fait des offres aujourd'hui, tu te dis c'est un garçon qu'ils ont suivi pendant longtemps. Donc connaissant aussi le coach Malik Daf, je sais que c'est un garçon quand même assez consciencieux, qui fait bien son job et qui est aussi rigoureux. Parce que bon, un garçon qui ne va pas respecter ses consignes, il va se retrouver rapidement sur le banc de touche. Donc c'est des garçons qui vont jouer appliqués et qui étaient vraiment concentrés. Je pense quand même qu'en première mi-temps, ce n'était pas l'affaire, mais au finish, on sentait que c'est une équipe qui allait dominer son sujet. Et je pense quand même que c'est à saluer parce que là, sur ce match-là, on voit que quand même, ils ont répété les gammes et qu'ils étaient vraiment concentrés et appliqués dans tout ce qu'ils faisaient, quoi. Alors, Diao, votre sentiment, j'imagine que vous avez préféré regarder ce match qu'un certain Classico. Vous avez apprécié la prestation de nos Sénégalais. Peut-être le seul point faible, les coups de pied arrêtés. On sent quand même qu'il y a une forme de fébrilité, même en dehors du but, la mise en danger est arrivée de ce côté. Mais quand même, ça, je pense que Talla, avec Chergueï et les Mamadou Diallo, souvent on a commenté à la CAN U20, et souvent on disait que c'est des erreurs de jeunesse quand même. Quand même là, c'est pas des joueurs aguerris, des joueurs d'équipe A. C'est des jeunes et je pense que ces actions avec des coups de pied arrêtés quand même, ils n'ont pas complètement maîtrisé cela, mais peut-être qu'avec le temps, ça va venir. Mais quand même, ce qu'il faut saluer dans cette équipe, c'est surtout le mental dont ils ont fait preuve. On sait que cette équipe avait raté son entame lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie et ça pesait un peu dans les têtes et là ils encaissent un but très tôt dans le match. Quand même ils ont eu les ressources pour revenir dans le match et en plus comme l'a dit le coach, c'est un groupe qui vit ensemble, qui vit très bien et ils ont quand même des certitudes parce que quand même, on a vu que lors de ce tournoi qui a été joué à Dakar, c'est une équipe quand même qui produisait du jeu, qui marquait. On les voyait même favoris lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'étonnait de leur élimination au premier tour. Mais là, quand même, on voit qu'ils ont bien digéré cela. Et puis, il faut remercier quand même
bon, pas remercier, mais tirer mon chapeau à la fédération qui a mis les moyens. L'équipe s'est déplacée très tôt, a pu s'acclimater. Et là, je pense que quand on voit cette prestation, on sent que quand même ça a donné ses résultats. Oui, mais quand même, non. Le prochain match, quand même, c'est un gros morceau, même si l'équipe... Bon, les Pays-Bas battus par le Japon, moi je considère que c'est une petite surprise, mais bon, dans les petites catégories, c'est vrai qu'il est difficile de jauger la valeur des équipes. Les Pays-Bas battus 3-0, qui sont déjà dos au mur pour cette prochaine sortie, donc peut-être que les Sénégalais peuvent... l'exploiter, je ne sais pas, les laisser jouer avec la pression et être très efficace. Aujourd'hui, il y a un nivellement par le haut. Donc, toutes ces équipes-là qui paraissaient faibles à un moment donné, par exemple, quand on parlait du football, on n'osait jamais parler de l'Asie, du Japon, de la Chine, de la Corée. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des équipes qui titillent les grandes nations du football. Donc, quand on voit le Sénégal jouer contre les États-Unis, c'est une puissance mondiale. Mais ces garçons-là n'ont pas eu de complexe sur l'ensemble du jeu. On les a sentis sûrs d'eux et ils maîtrisaient leur sujet. Donc, au final, c'est normal qu'on puisse sortir largement vainqueur de cette rencontre parce qu'on a un vécu aujourd'hui. On ne peut plus se permettre de dire qu'on n'a plus les moyens de regrouper les garçons, on n'a plus les moyens de pouvoir voyager normalement. On participe aux compétitions internationales, on se frotte aux meilleurs, donc ça permet aussi d'avoir de l'expérience. Je pense quand même que leur échec en Coupe d'Afrique, ça leur a permis aussi de revenir un peu sur terre. Parce que certains ont eu à prendre le melon en se disant, ça y est, maintenant on est au top. Alors que bon, pour qui connaît Malik, certainement, il a dû en casser pas mal. Hein, il a dû les s'abonner. Et d'ailleurs, on a vu que le capitaine était sur le banc. Papa Alioune Baldé et même Mohamed Faye, donc ils étaient sur le banc, ils n'ont pas démarré le match. Et eux-mêmes, ils étaient conscients que, bon, en partant à la CAN, ils se prenaient quand même trop beau, plus beau qu'ils n'étaient. Alors le Japon, c'est vrai que ça va être très vif. On a eu des difficultés d'ailleurs contre la Corée du Sud en U20, en quart de finale de Coupe du Monde. C'est une équipe qui nous a posé énormément de difficultés. Donc attention, la vivacité des Asiatiques, on connaît. Physiquement, ils sont prêts. Donc il faudra quand même aborder ce match contre les Pays-Bas et bon, plus tard contre le Japon avec beaucoup de sérieux. Surtout beaucoup de sérieux, comme Talala, je pense. Il y a un nivellement des valeurs pour qui connaît un peu le football asiatique. Bon, moi, j'ai les côtoie avec Aspire depuis une quinzaine d'années, mais tu sens le progrès sur d'année en année. Tu sens qu'ils ont recruté les meilleurs entraîneurs au monde. Ils ont créé des académies de Barcelone là-bas, chez eux, en Espagne. Il y a pas mal. C'est ce qui ont la construction de l'entraînement du PSG maintenant, ils viennent de là-bas. Donc ça veut dire que quelque part, eux, ils sont partis trouver là où ils ont besoin pour un peu développer leur foot. Et je pense que quand tu les vois jouer, il y a cette vivacité, cette discipline sur le plan tactique. C'est des équipes contre lesquelles il va falloir être très patient. Mais comme je l'ai dit tantôt, il va falloir qu'on se concentre encore sur les Pays-Bas. Donc peut-être c'est un premier match, on ne sait jamais. Il va falloir que, comme on l'a dit, qu'on prenne encore sur nos certitudes, sur notre ingénieur sur le plan offensif. Je pense que ça va être un plus, ça va être une plus-value pour nous. Parce qu'on a des garçons qui vont très vite, on a des garçons qui savent prendre de l'espace, des garçons qui ont l'habitude de jouer ensemble, que ce soit à Djambar, que ce soit à Jet ou dans les autres. Et surtout, vous qui étiez à Aspire, quand même, vous avez une idée de ce qui se fait dans ces petites catégories. Cette équipe, si elle joue bien, si elle est présente dans ce genre de compétition, c'est parce qu'il y a eu ces académies, Aspire, Djambar, Génération Foot, où vraiment on inculque les fondamentaux à ces jeunes. Au-delà même des fondamentaux, je pense qu'ils brisent le complexe qu'on avait par exemple au foot européen. C'est des équipes qui ont la possibilité de voyager, de jouer des tournois. Par exemple, nous, si on prend Aspire, l'année, on a au moins deux tournois. On a un tournoi Al-Qas au Qatar, qui est une mini-coupe du monde, où il y a les Oscars, il y a les Neymar, il y a beaucoup qui ont joué ça. Un tournoi aussi qu'on appelle MIC en Espagne, où il y a les Busquets, il y a tous les grands joueurs qui sont là-bas. Donc là, on a eu à se frotter à toutes ces équipes. Maintenant, ça te donne déjà l'idée de c'est quoi la compétition internationale. Parce qu'une chose, c'est ce qu'on fait au Sénégal. L'autre chose aussi, c'est ce qui s'est fait de mieux dans le monde. Et je pense que c'est seulement dans ce genre de compétition que tu peux savoir ça, que tu peux aller, quelles que soient les conditions atmosphériques, il y a la neige, il y a la pluie, tu es obligé de s'adapter par rapport à ça. C'est des trucs qui te forcent sur l'aspect mental. Et je pense que c'est des choses qui ont beaucoup aidé, encore une fois. Comme je l'ai dit, ces équipes nationales. Et il ne faut pas tout le temps dire que c'est Djamba au GF. Je pense que l'équipe nationale doit regrouper tout le temps les meilleurs joueurs sénégalais où ils peuvent se trouver. Même si GF, vous avez présenté quand même pas mal de joueurs dans cette équipe. Non mais bon, GF est un peu partout, comme Djamba et comme d'autres académies. Voilà, donc en tout cas, peut-être
pour conclure sur ce sujet, en tout cas les U17, on a le sentiment, comme vous les avez côtoyés aussi au centre Toubab Diala ou à Guéréo, que ces joueurs aussi prennent du plaisir à être ensemble, ont appris à se connaître et ça aussi, ça peut être un atout. C'est-à-dire, en dehors du terrain, il y a une vie aussi qui permet de tisser les liens et ça aide aussi sur le terrain, je ne sais pas. Ça, c'est vrai. Tu sais, Fatou, ce qui se passe au terrain, c'est le minimum pour avoir la performance. Je pense que ce qui est avant, c'est extrêmement important. Cette vie en commun, cet état d'esprit, cette possibilité tout le temps d'être ensemble, voilà, de vivre des problèmes ensemble, de régler les choses ensemble. C'est ça qui fortifie une équipe. Et je pense que c'est des garçons comme quand tu es trop là, ils sont tout le temps gays, ils sont heureux d'être là. Ils jouent avec beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est juste... Ils préparent beaucoup de chorégraphie. Exactement. Mais c'est important, c'est des jeunes. C'est des jeunes, encore une fois. Maintenant, après, c'est à nous, staff, un peu de les recadrer tout le temps, voilà, de les rappeler un peu ce qui est l'exigence du haut niveau. Il ne faut pas se relâcher, continuer à aller de l'avant. Sans transition, on va parler de votre équipe, l'équipe locale qui malheureusement n'a pas su forcer son destin avec donc, bon, cette élimination encore hein, au dernier tour du CHAN par la Guinée à Conakry au tir au but 3-1. Alors une semaine après, voilà, est-ce que vous avez digéré? Comment vous expliquez un peu cette élimination? Ben, difficile à digérer, je pense que c'était juste par rapport à l'attente, c'était juste aussi par rapport aux espoirs qu'on avait placés à cette équipe, parce qu'ils nous avaient montré des belles choses une semaine avant, avec des garçons très matures dans le jeu, des garçons qui en voulaient, des garçons qui mentalement savaient ce qu'ils voulaient. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la difficulté un peu de notre élimination. Malheureusement, ils n'ont pas dérimité parce qu'on a très bien entamé. On pouvait mener 2-0 par Hassan Boye, je me rappelle bien. Ouais, sur la barre. Voilà, on a eu au moins 7 corners. Eux, ils n'avaient que 2. On a eu au moins des actions négatives plus nombreux qu'eux. Mais c'est en deuxième mi-temps, vraiment, dès la troisième mi-temps, on prend un but. Il y a le public qui pousse. Nous aussi, on a accusé un coup peut-être sur le plan mental, je ne sais pas, ou sur le plan physique. Parce qu'il faisait très chaud à 16h. Je pense qu'il faisait plus ou moins entre 38, 39, comme ça, 40 degrés. Il faisait excessivement chaud. On a accusé ce coup. Je pense qu'on a tenu. Ils nous ont mis 1-0. Bon, donc, on avait cette possibilité, encore une fois, de se reprendre au pénalty. Une semaine encore, on l'avait fait sur le pénalty. Là, on accuse le coup encore sur le pénalty. Mais je pense que cette élimination, c'est vrai qu'elle est très amère, mais ça ne peut pas aussi effacer tout ce qu'on a fait avant. Oui, mais on a vu une équipe qui s'est effondrée en deuxième mi-temps après ce but. Qu'est-ce qui explique ce coup de mou physique? Est-ce que c'est le fait que le championnat n'est pas encore démarré ou bien que les joueurs ont été fatigués après ce tournoi de l'UFOA? Non, ils ne se sont pas effondrés. Parce que je pense que... un match, c'est tout le temps, c'est sur des tournois. Je pense que le but a été un tournoi. Ils ont mis le but. Déjà, il a sorti de Seydou, par Seydou. Ouais. Mais justement, il était blessé? Oui, il avait une déchirure au quadriceps. Donc, c'était impossible pour lui de dégager. Donc, il a pris la décision d'arrêter, de laisser à Cheikh Ndoye, qui est un excellent gardien aussi du Jaraaf. Je pense que dans une équipe nationale, tu peux pas avoir... Tous les jours sont importants, mais pas indispensables. Je pense que chacun peut remplacer l'autre. Et maintenant, bon, ça peut être un coup psychologique parce que tu as l'habitude de jouer avec une défense. Voilà, ça change tout de suite. Et surtout au tir au but, l'importance de Pape Seydou. C'est le problème, on prend le but très tôt. Très vite. Et c'est ça qui nous a handicapés. Donc, en premier temps, on avait un excellent bloc d'équipe où on avait cette possibilité tout le temps d'aller devant. Donc là, on prend un but. Voilà, ça nous maintenant, l'équipe était complètement cassée. On n'avait plus à trouver nos excentrés sur l'avant parce que notre force, c'était un peu de mettre ce rythme, voilà, de dédoubler sur les côtés. Donc, on n'aime plus avoir ça. Ce qui fait qu'on a eu à faire des changements. Maintenant, on a tenu le coup, on pouvait même prendre peut-être un deuxième but ou un troisième. Parce qu'ils nous ont acculés, mais encore une fois, on a tenu le coup. C'est-à-dire que mentalement, les gars en voulaient. Parce que c'est un match qui s'était préparé dans des conditions extrêmement... On a essayé de les motiver n'importe comment. Antonio Suarez, le président, à 24 heures du match, il montre que... moi, je les ai mis la vidéo où il dit que toutes les équipes doivent gagner sauf Sénégal. Il dit que ne respectez pas les adversaires, respectez les arbitres. Ça veut dire qu'il incitait un peu les Guinéens à la provocation, je ne sais pas pourquoi, sous peut-être le vigilant des arbitres, je ne sais pas quoi. Mais bon, on sait que contre la Guinée, c'est toujours comme ça, il y a toujours de l'huile sur le feu. Non, pour montrer juste, les U17, il fallait s'y attendre. C'est juste pour montrer qu'on a usé de tous les moyens un peu pour les motiver.
pour qu'il soit juste à la hauteur. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, les Guinéens ont été plus déterminés, plus motivés que nous. Et je pense que... Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est par rapport à la fraîcheur physique de l'équipe. Est-ce que l'équipe n'a pas beaucoup donné pendant ce tournoi ici de l'UFOA et que dans votre préparation, est-ce qu'il y a le côté récupération qui a été mis en évidence pour pouvoir au moins permettre aux garçons de régénérer, de pouvoir au moins être dans le coup? Parce que la fraîcheur physique, dans ce genre de match aussi, ça compte beaucoup. Et vous avez, je pense, assez donné pendant le tournoi de l'UFOA. Est-ce que les garçons étaient capables de pouvoir digérer tout ça et de pouvoir remonter vraiment ce coup de fatigue? Je pense que cette dernière semaine de regroupement, c'était juste pour insister un peu sur l'aspect mental et sur la récupération. Chaque nuit, on faisait la cryothérapie avec Benglas, avec Dr Ndopsek et Ndiaye. Chaque jour, on faisait ça. On faisait que cryothérapie, on faisait que... Bain froid. Voilà, on faisait que de la récupération. De la récupération. Et puis on travaille mental, que ce soit par des films, que ce soit par des discussions, que ce soit par des entretiens individuels. Parce qu'on savait que la différence allait se faire sur cet aspect. Voilà, je pense, comme on dit, la deuxième mi-temps, je ne peux pas dire que c'est tout le temps un coup sur le plan physique. Non, non. Peut-être tactiquement c'est aussi. Un coup. Pas tactiquement. Tactiquement, eux, ils ont joué en 4-4-2. On les a très bien contrôlés. C'est juste Modiké qui était libéré devant la défense. Soit il reculait prendre. Parce qu'ils comptaient un peu. Peut-être ils se disaient que Moussania, il est un peu court. Il fallait mettre quelqu'un devant lui. Nous, on a contourné ça en faisant juste Modiké reculer juste. Donc eux, ils ont tout le temps de longs ballons pour prendre les deuxièmes ballons et essayer. Donc ils n'ont pas réussi ça parce qu'ils ont mis un but sur une perte de balle, comme on dit, parce que je pense que c'est extrêmement important au niveau. On ne peut pas se permettre de perdre un ballon aussi au milieu. Ça n'enlève en rien le mérite de ce garçon. Non, ça... c'est pour confirmer. Exactement. Parce que Cheikh est en train de me dire la même chose. C'est dans la zone de conservation, là où l'entraîneur demande de jouer dans la verticalité, on fait du déchet technique dans ce domaine-là, et du coup, ça se paye cash. Et donc, c'est ce qu'on a connu. Nous, à la 20e minute, juste après, on était dans le match, on s'est créé des occasions de but, ça jouait bien, et après, du coup, voilà, là, on commence à prendre ses aises, et après, une perte de balle, et tu le payes cash. Sur le haut niveau, ça ne pardonne pas. Et donc, on en est conscient. Ça ne pardonne pas. C'est pour ça il faudra qu'on ait un peu sur cet aspect. Il y a des exigences par rapport aux zones de terrain. Ici, on prend le risque, on ne doit pas prendre le risque. Ça, on doit encore insister sur cet aspect au niveau de la formation, que les gosses puissent savoir qu'en défense, il n'est pas possible de perdre un ballon. Sinon, maintenant, les équipes ne travaillent que l'entraînement sur le plan. Alors, mais c'est salut, il y a quand même des critiques qui ont fusé à l'issue de ce match sur le choix des hommes. Puisqu'on vous a reproché durant le tournoi de l'UFOA d'avoir fait jouer des joueurs dont vous étiez certain qu'ils n'allaient pas continuer l'aventure. Ils sont repartis. Je pense qu'il y a Kenny, il y a Nam. Vous avez repris des joueurs comme Dominique Mendy et Youssouf Badji qui ne jouaient pas titulaires durant le tournoi de l'UFOA, alors que c'est avec eux que vous deviez rester pour ce match du CHAN. Comment vous expliquez? Pourquoi ce choix d'ailleurs? Mais ce choix, d'abord, on avait... Vous vouliez absolument gagner ce tournoi de l'UFOA? On avait un objectif de gagner. Je pense qu'on se lance dans une compétition, c'est pour la gagner. On avait un petit problème. Jean Achoufou, il devait voyager. Le tournoi devait commencer le 28. Le 28, Jean Achoufou ne devait pas être là. Tu sais, c'est pour ça qu'on a été obligé de prendre juste 4 jours de Jean Achoufou. Sinon, si on prenait les 7 qu'on avait l'habitude de prendre, au premier match, on allait se retrouver juste avec 12 joueurs sur le banc. Avec 12 joueurs. Donc un gardien, donc c'était très risqué. Pour ça, on a mis Bogazi, Youssou Diagne, on ne les a pas pris avec nous, parce que c'était juste pour essayer. Maintenant, après, on a réfléchi. On a vu Kenny, ils ont fait un match amical avec nous. Il avait montré de très belles choses. Et puis, il avait envie, après, de venir pour aider plus ou moins son pays. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, moi, je n'ai pas une équipe nationale où que le joueur puisse se trouver. Si tu es capable d'aider ton équipe, on voit tes performances, nous, on peut te prendre, il n'y a pas de souci. Si on prend Youssou, il avait joué le match aller contre la Guinée. Le premier match contre la Guinée-Bissau, il est parti départ, il est parti titulaire. Tous les matchs, il est parti. Et juste, il fallait l'aménager parce qu'anciennement, il avait voyagé. Il partait à... Exactement, il était dans ce truc. Donc, il fallait plus ou moins le préparer pour qu'il puisse progresser un peu dans cette compétition. Et je pense son but contre la finale... Est-ce que dans le choix des objectifs, vous avez clairement fait la distinction? Est-ce que se qualifier au CHAN n'était pas plus important que gagner ce tournoi de l'UFOA?
dans votre tête? Quand on commençait, on avait tellement d'objectifs. Premier, c'était déjà de IFOA, c'était de Libéria, après c'était Guinée, après IFOA, après c'était juste le Chad. Le Chad était plus important pour nous, ça on l'a dit, hein. Et on l'a tout le temps essayé dans les discours. Maintenant, ils ont fait un très bon tournoi de l'IFOA, la petite est là. C'était des compétiteurs, Et je pense en Guinée, on pas dit qu'on n'a pas joué pour gagner. On a joué pour gagner. On vous a reproché plus ou moins d'avoir changé un peu de fusil d'épaule. Au départ, vous étiez venu pour engager, je veux dire, attaquer la Guinée, et puis après, vous avez changé d'avis. Non, on n'a pas échangé d'avis. Tu sais, Guinée, la faiblesse de l'équipe guinéenne, c'était un peu la lourdeur de sa défense. Une équipe qui n'est pas très forte défensivement, qui est très lourde sur le plan défensif, si tu les presses très haut, quand tu perds le ballon, ils sont dans leurs aises. Mais quand tu mets un bloc médian, ils perdent le ballon, là, il y a l'espace pour courir. Donc c'était par rapport à ça, parce qu'on l'a vu Guinée 4 fois, 5 fois jouer. Donc nous, c'était, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des jours sans dramer ce qu'on a pas, sur les côtés, ce qu'on voulait. On n'a pas eu ça après mi-temps. On commençait à avoir. Voilà, on a eu pas mal d'occasions. En deuxième mi-temps, ça n'a pas marché. Malheureusement, que ça tombe sur soi, c'est ça qui est malheureux. Et c'est un dommage qui est extrêmement important pour nous. Donc, mais tout compte fait, donc, comme je l'ai dit tantôt, ça n'allait pas le mérite des gosses. Ça veut dire qu'encore une fois, Guinée nous gagne 4 fois, on gagne 4 fois Guinée. Hein. Malheureusement, ça tombe sur la qualification. Et malheureusement, ça tombe sur une qualification pour eux. Et peut-être nous, si on les reçoit au dernier match, peut-être les choses peuvent changer. Est-ce que quand même les retraits ne se trouvent pas au match aller quand même, où vous avez mis ça a été un match dur. Qu'un seul but, alors que... Est-ce qu'on aurait pu en mettre plus, c'est un exploit individuel. Diao, mais attends, il faut aussi, au début, avant de jouer contre la Guinée, tu sais que Guinée avait combien de représentants en Coupe d'Afrique? 4. 2 en Ligue des Champions, 2 en Coupe CAF. Ils avaient fini de faire un tournoi entre ces 4 équipes où ils ont joué 2 fois aller-retour. Donc sur le plan compétitif, même si tu mets 1-0, tu peux dire que c'est pas grave. Parce que nous, le championnat était à l'arrêt. On était tout le temps confrontés chaque semaine à des départs. Forcément, c'est un facteur. On était tout le temps confrontés à des départs. À la veille de chaque compétition, à la veille de chaque match, les joueurs partaient, ils ne restaient pas là. Donc nous, on a essayé de se remuer, de colmater, d'essayer de mettre en place une équipe compétitive. Nos amis ont vendu Jean-Louis Barthélémy. Voilà, justement, j'allais rebondir sur ça. Il est parti entre-temps. Il est parti. On l'a laissé partir. C'est un choix du garçon. Et lui-même, après le premier match contre le Zamalek, il a regretté d'avoir insisté pour partir en Malte. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Tu lui parles, tu lui dis, mais garçon, réfléchis un peu avant que tu n'y ailles. Il te dit, non, il me faut partir, j'ai un contrat. Mais c'est pour gagner combien? Personne ne sait. Franchement, et on lui a expliqué. On lui a dit, tu étais même sous contrat. On pouvait même te le refuser. Il fallait un transfert. Non, on n'y gagne rien, absolument. Et ça, c'est important à dire. Parce qu'on n'a ni reçu une indemnité de transfert, ni une indemnité de formation. C'est-à-dire qu'on a géré le côté social du garçon. De même que Dimitri qui est parti avec lui. Donc, nous, on n'oblige pas les garçons à rester. Mais encore une fois, tu as beau leur expliquer, cher Tidiane, mais c'est des garçons qui ont du mal à comprendre. Parce qu'ils vont te dire, ouais, il y a mon agent qui est là. Mais prouvez-nous que votre agent nous fait une bonne offre pour vous. Parce que nous, on renonce à tout pour que vous puissiez partir. Mais c'est des garçons qui sont têtus et parfois qui ont du mal à comprendre que nous, on est là pour leurs intérêts. Donc c'est une salut, ça a été forcément... Quand on prend Al-Sandor, c'était la même chose. Hein. On le perd presque à la veille de nos matchs amicaux. Il faisait partie des meilleurs joueurs du championnat sénégalais. C'était juste pour la Tunisie ou pour le Maroc. C'est un moment, voilà, de Dakar Sacré-Cœur. C'est à un certain moment, le président Augustin avait pensé, il va falloir qu'il essaie d'intéresser un peu le jeu. Il les avait dit, c'est ce qui vont rester ici. C'est ce qui vont rester ici. À la fin du match, je vous donne quelque chose. C'est juste pour les inciter. Parce qu'on en avait parlé. Je pense que c'est important. Non, mais c'est l'éternelle question. C'est important. Je pense qu'il nous faut des mesures. Il nous faut des mesures pour essayer de passer ce cap. Parce que ce n'est pas parce que les entraîneurs ne sont pas très bons, les entraîneurs ne sont pas capables de gagner. Mais je pense... Dans ces conditions, c'est difficile. Excuse-moi de te dire, parce que ces garçons-là, t'as beau leur expliquer. Je te jure, très honnêtement. 1 million même, je crois qu'ils diraient. Mais non, mais même, c'est que s'ils ont 1 million, c'est 1 500 €, c'est déjà bien. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont même pas 1 500 €. C'est grave. C'est-à-dire que tu leur dis, mais écoutez, n'y allez pas. Faites une Ligue des Champions
Mettez-vous en vitrine et ça va vous valoriser davantage. Et les gens vont vous faire des propositions beaucoup plus alléchantes que ce que vous êtes en train d'aller chercher. Quand tu prends un garçon comme Bakary Mané, il est allé où? À Hassania. Bakary. Et surtout, si tu te qualifies à une CHAN avec ton pays... De toute façon, même les présidents de club, je pense, se plaignent. Parce qu'à un moment donné, ces joueurs... Mais ce sont les parents qui vont venir vous dire, oui, lâchez mon garçon, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il peut m'apporter. C'est à cause de ce discours-là que tu ne vas pas retenir le garçon, tu vas le laisser partir. Mais sachant que vous, c'est désolant quoi, de dire... Parce que beaucoup de joueurs aussi reviennent. Ils font aussi le chemin inverse pour revenir. Mais il peut gagner en allant au moins en Belgique. En Belgique, moi j'ai proposé à un garçon, mais réfléchis ce que tu es en train de faire. Va signer au FC Sarin, tu as au moins 3 000 €. 2 millions de francs CFA. Mais que d'aller à Hassania ou ailleurs. Tu as quoi? 1 200 €, on va te dire, on te prend ton appartement et ta bouffe, c'est toi qui te prends en charge. Mais non, honnêtement. Et parfois, c'est à cause des parents que nous aussi, on subit, on accepte. Coach, quand même, je pense que vous, le staff, vous avez votre mot à dire. Par exemple, présenter un projet à un joueur, se qualifier pour un CHAN. Là, si tu te qualifies, c'est une vitrine énorme quand même, cette compétition. Si tu crèves l'écran, forcément. Cher Tidiane, j'ai expliqué, excuse-moi de te dire, j'ai expliqué à des garçons que, voilà, vous vous qualifiez en Ligue des Champions, c'est 6 matchs sur Canal. 6 matchs, tu as 6 matchs au moins dans les phases de poule sur Canal. Si vraiment tu comptes partir, c'est l'occasion rêvée de te mettre en valeur. 6 matchs en direct sur Canal sans compter les rediffs. Donc un garçon, quand tu lui expliques ça, il doit au moins se dire, je dois me surpasser, je dois... Question de visibilité. Alors Seigne Saliou, je pense que c'est vraiment... une grosse équation. C'est comme il a dit, c'est une très grosse équation. Parce que je pense que l'entraîneur, quand il met en place ses objectifs, il fait tout pour que les joueurs puissent s'approprier un peu de ces objectifs. Adhérer, quoi. Maintenant, pour qu'il adhère, il faut leur montrer le projet, comme tu l'as dit. Il y a une qualification au CHAN, il y a l'UFOA qui était très suivi. En certain moment, tu sentais que les gens étaient réceptifs, mais dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, mais c'est le papa qui t'appelle. Je te dis, coach, excuse-moi, mon fils doit faire ceci ou cela, ceci, cela. C'est comme je l'ai dit tantôt, on avait parlé à Augustin, on a essayé de trouver une mesure. Et au moins, chaque fin du mois, tu as quelque chose. Je pense là, si on essaie de pérenniser ça, nous, on peut avoir ça. Là, ça a été le cas ou pas? Ça a été le cas. Il y a un mois, on les a intéressés presque pour un mois. Donc après, ça devait suivre. Nous, on n'a pas la possibilité dans nos clubs de garder nos meilleurs éléments comme les Guinéens le font. Parce que Guinée, quand tu vois l'équipe guinéenne, à 60%, c'est la même équipe qui a joué il y a 2 ans contre Moussa Fasek. Nous, il n'y a que 2 éléments qui étaient dedans et Seydou seulement qui était titulaire. Ablaïbe, il était sur le banc. Donc chaque année, c'est une équipe qui est chaque 2 ans qui est complètement renouvelée. Et j'avoue que c'était pas loin. Nous, on y croyait qu'on était meilleur que cette équipe guinéenne. Et je suis sûr, si on jouait encore contre cette Guinéenne, nous, on pouvait les battre. Ça, moi, j'en suis convaincu. De toute façon, sur les 2 matchs, vous êtes à égalité. Vous les avez battus à domicile, ils vous ont battus à... Et un tournoi, et là, on les a éliminés sur le tournoi. Donc moi, je ne veux pas entendre que Guinée, c'est Bernard le Sénégal tout le temps. C'est vrai, ça tombe sur... Ça nous empêche d'aller à une compétition. Mais dans l'histoire, la Guinée a toujours été... Oui, et la Guinée n'a pas son formation. Parce que quand on se rappelle même de l'histoire d'Afia, ici, à chaque fois qu'il venait au Sénégal, on avait tous la peau au ventre, on se disait qu'on allait être éliminé par l'Afia Football Club. Et ça n'a pas... On a vraiment... Mais ils ont 4 victoires, on a 4 victoires sur ces 4 dernières années. Mais salut, ce qui est important, c'est de répondre présent au grand rendez-vous. C'est ça que l'histoire... C'est ça que j'ai dit. Malheureusement, ça tombe sur ça. Oui. Mais peut-être... La Guinée, une fois que le Sénégal est éliminé, le Sénégal avait reçu en dernier lieu. Il les a gagnés aussi, tir au but. Tu te rappelles avec recevoir à domicile. Voilà, c'est ça. Peut-être ça tombe tout le temps. Et je ne sais pas quel miracle. Chaque année, Guinée déjà ne joue pas les préliminaires et Guinée chaque fois se permet de recevoir en dernier lieu. Ils font les phases finales aussi. Il y a beaucoup de choses encore à avoir dans ce truc. Seigne Saliou, est-ce qu'aujourd'hui, cette élimination vous envoie au chômage automatique? Puisque là, il n'y a plus d'échéance avant 2021? Il n'y a pas d'échéance, mais encore une fois, le travail commence dès maintenant. Mais vous allez travailler avec qui? Puisqu'ils partent tous. Ils partent tous, mais l'essentiel, c'est d'avoir... Par exemple, cette année, ce qui nous a aidés, c'était de travailler il y a 2 ans. On n'a pas fait de regroupement, mais au moins, on avait vu une 80 jours ou 90. Ce qui fait que dans les camps d'entraînement, tout le temps, si on joue partait tout de suite,
on savait sur qui s'adresser. Quelqu'un qui avait déjà fait travailler avec nous. Et ça, tu peux pas le faire, je pense, sur 4 mois ou 5 mois. Il faut le faire, suivre les joueurs, ce qu'ils sont capables de te donner sur le plan mental, sur le plan tactique, sur le plan technique. Et par rapport à ta conception, voilà, tu peux mettre en place quelque chose. Vous êtes encore motivé à le faire? Parce que, et encore une fois, c'est la direction technique. Hein. Moi, je me rappelle, on n'a pas travaillé, mais j'étais avec Youssou Dabo à la Coupe du Monde pour l'aider un peu dans la supervision. J'étais aussi avec Ali une fois à la Coupe d'Afrique pour la supervision. Je pense que c'est la direction technique, même si on... Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses aussi à faire, je pense. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a l'élimination qui est là, qui fait partie du bilan, mais il y a aussi des bonnes choses que Serigne Saliou a faites avec cette équipe nationale, avec nos équipes nationales. C'est un entraîneur quand même qui s'est illustré avec l'équipe nationale du Sénégal, son passage certainement en tant que formateur à ASPA et ses passages également à Ouakam et à l'AS Douanes, certainement ils sont pour quelque chose. Je vous propose de suivre son portrait signé Ibrahima Kane. Il fait partie des coachs sénégalais les plus titrés sous les couleurs nationales. Serigne Saliou Dia, formateur à l'Académie Aspire, après ses passages à Ouakam et AS Douanes, intègre la direction technique nationale à la veille des Jeux africains de 2015 à Brazzaville. Le coup d'essai se révèle en coup de maître. Avec un groupe de jeunes de moins de 23 ans, il réussit à glaner la médaille d'or après un tournoi de très bonne facture. Au-delà du résultat, l'équipe amenée par le jeune technicien avait pratiqué un jeu séduisant, un 4-3-3 résolument offensif qui a fait ses preuves dans ce tournoi, une situation pas du tout surprenante pour cet adepte d'Arsène Wenger. L'homme, décrit par ses proches comme un garçon humble, va continuer le travail. C'est ainsi qu'il hérite de la sélection locale quelques années plus tard, après 2 challenges qui se présentent à lui pratiquement au même moment. Le tournoi de l'UFOA à Thiès et des éliminatoires du CHAN. La première compétition fut une réussite totale avec le titre remporté à Thiès face au Ghana en finale. Malheureusement, Serigne Saliou Dia rate le coche face à la Guinée pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Un gros coup dur dont il va falloir se relever. Voilà donc le parcours qu'on ne peut pas résumer bien sûr en 45 secondes, mais au moins qui nous donne les grandes lignes. Alors je pense que Serigne Saliou, vous êtes toujours avec Aspire, avec qui vous travaillez. Donc là, il va falloir retourner au centre. Ouais. On est déjà retourné au centre pour reprendre pour les entraînements. Je pense que le foot, comme on dit tout le temps, c'est des objectifs. Quand nos objectifs ne partent pas, donc je suis obligé c'est pas une retraite, entre guillemets, c'est pas une retraite, mais est-ce que Aspire ne vous éloigne pas des réalités aussi du football? Ça fait un bon moment que vous êtes là-dedans. Au contraire, je pense Aspire, l'expérience que j'ai, je l'ai acquis à cause d'Aspire. Je pense que Aspire m'a permis de faire tous les grands centres. Centre de Barcelone, j'ai fait 1 mois là-bas. Real de Madrid. Aspire m'a permis de rencontrer les grands entraîneurs, que ce soit Alex Ferguson, Guardiola, même le feu Johan Cruyff. Aspire m'a permis encore une fois de jouer des tournois contre les Neymar, de jouer des tournois contre les Rimbaud, les Ngame. Donc ça te donne une expérience sur le plan international. Je pense que ça je ne peux pas l'avoir sans Aspire. Donc sur cet aspect, vraiment, c'est félicitations Aspire parce que ça m'a permis encore une fois d'engager cette expérience qui aujourd'hui me permet dans ces compétitions internationales de savoir un peu sur quoi tabler. Mais il ne faut pas oublier, je suis directeur aussi technique à Bourg-Petite-Côte. Je pense depuis 3 ou 4 ans, je pense que je suis là-bas. Oui, voilà. Coach, pour revenir à ce tournoi, les Jeux africains que vous aviez gagné à Brazzaville, je pense que c'est là que le grand public vous a connu et on a vu un coach qui pratiquait un football très offensif, en 4-4-3 avec des joueurs de couloir et quand même ça avait séduit cette équipe. Je pense que c'est l'une des meilleures équipes sénégalaises qu'on a vues depuis très très longtemps. Et d'où vous êtes venu cette idée, cette philosophie de jeu? C'est un peu par rapport, comme je l'ai dit, déjà par rapport à ma formation, par rapport aussi à une rencontre que j'ai eu avec Johan Cruyff, je me rappelle, qui m'a beaucoup parlé de ce 4-3-3, qui m'a beaucoup expliqué un peu sur le plan offensif ce qu'on attend, les trucs cachés du 4-3-3. Je pense qu'il m'avait séduit par rapport à ça. On avait même avec cette équipe, avec les excentrés. C'est ça, parce que nous aussi, on a un profil, même Aspire, on a des profils tout le temps, on prend des excentrés qui sont rapides, vifs, qui savent dribbler. Je pense, je ne déroge pas à ça, parce que pour moi, le foot, c'est un peu l'occupation de l'espace, c'est important, que ce soit en largeur, avec les excentrés, que ce soit en profondeur, donc avec l'attaque et la défense. Ça, c'est plus ou moins une conception que j'ai depuis très longtemps.
Et je veux, moi, tout le temps que le foot part de derrière, passe depuis la défense. Et comme je l'ai dit tantôt, l'essentiel, c'est d'amener les gosses à comprendre le jeu. Où qu'on peut se trouver, si les gosses comprennent le jeu, tu n'auras pas besoin tout le temps d'expliquer. Si c'est que l'équipe adverse joue avec un attaquant, c'est l'un défenseur central qui est la solution. S'il joue avec deux attaquants, c'est un milieu qui va être libre dans notre milieu. Je pense s'ils raisonnent comme ça va être des mathématiques et ils vont essayer de trouver avoir cette solution. Travail tactique. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille tout le temps. On travaille beaucoup d'analytique, comme on dit, beaucoup de mouvements aussi sur le plan offensif. Et quand on coach en sélection, il va falloir chercher des joueurs qui collent à ce profil. C'est important. Quand tu as une philosophie, tu es obligé de chercher ces joueurs. Et aussi développer, il y a le jeu de position maintenant qui est extrêmement important dans le foot moderne, qui fait progresser les joueurs par rapport à leur position, un milieu qui doit s'informer, prendre la solution, un défenseur qui doit fixer, trouver la solution. Ça, je pense, c'est des jeux qui vont permettre à ces joueurs de progresser. Et, machallah, toutes les équipes qu'on passe, on essaie. Parce que je pense, moi-même, avant les U23, c'était avec Khamkham de Yarach, où Kasper m'avait découvert. Et c'est Kasper qui avait même dit à Amsatou, lui, il faut le mettre en sélection nationale. Et là-bas, j'avais les U17 avec les Moussa Konaté, les Dame Diop, pas mal de gens qui ont aujourd'hui percé. Donc après, il y a eu, comme je l'ai dit, l'expérience d'Aspari qui m'a permis de rencontrer les plus grands entraîneurs, de regarder. Bayern Munich s'entraînait pendant un mois, Barcelone s'entraînait pendant un mois, PSG pendant un mois, Manchester United pendant un mois. Ça, je pense qu'on va le savoir sur les livres. Voilà, c'est une expérience. Voilà. Et ça, c'est le voyage. Voilà, votre appréciation, et ça, on aura aussi l'avis de Talla, c'est-à-dire cette vague de coachs locaux qui émerge et les gens apprécient, saluent le travail. C'est votre cas depuis, comme on dit, les Jeux africains de 2015. Il y a aussi Youssouf Dabo qui est en train d'émerger, Aliou Cissé avec cette équipe nationale du Sénégal. Est-ce que vous avez l'impression que si on vous fait confiance et qu'on vous donne les moyens qu'il faut, vous pouvez faire aussi bien que les Occidentaux? Parce que le foot est universel, c'est un langage universel. Mais c'est universel, on fait les stages avec les mêmes Européens, je pense. Vous avez de bonnes notes? Ils n'ont jamais été devant nous. Ça, je le dis. Moi, en Allemagne, je me rappelle, j'étais avec Mathias Sammer qui a coaché Dortmund, il n'était pas devant nous. Ça veut dire qu'encore une fois, comme on dit, heureusement maintenant la fédération, les dirigeants ont compris qu'il y a des jeunes entraîneurs qui sont là, qui ont cette ambition, qui ont déjà cette particularité d'être dans leur pays, de s'ancrer des valeurs du pays. Maintenant, et puis qui ont cette capacité aussi à entraîner les équipes parce qu'ils ont eu à faire toutes les écoles du monde, ils ont eu à regarder tout le monde jouer, qui ont eu à faire des conceptions de jeu. Quand on prend, comme tu l'as dit, Youssouf Daou qui est en train de faire de très bonnes choses avec les U20, Maridaf qui est en train de confirmer, il y a Chergué, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont là. Joe Senghor de Wakam qui était avec moi, le jeune Souleymane Diallo. Je pense que la crème est là. Comme on dit, maintenant, il faut que qu'on nous donne cette confiance, voilà, et qu'on nous met dans ce cadre un peu, pour nous permettre un peu d'extérioriser un peu ce qu'on a. Parce que nous, notre objectif, c'est de donner notre pays. Bien sûr. L'autre question concerne Aspaya. Je crois que c'est un projet qui va arriver à terme avec donc la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. Je veux dire que je pense que ça va s'arrêter. Ça voilà. On est dans la dernière année. Tout à fait. Donc, du coup, vous pensez un peu à la reconversion, pas à la reconversion, mais ou rebondir, parce que bon, même si vous êtes... à retrouver les clubs, voilà, à entraîner encore, voilà. Ouais, donc c'est votre dernière année avec Aspaya. Club, bien sûr, on est dans la dernière année. Parce que c'était pour former des joueurs qui 10 ans. allaient faire la Coupe du Monde de Qatar 2022, c'est ça. Mais moi, ce que je repose aux dirigeants du Qatar, c'est de ne pas faire bénéficier le Sénégal de toute cette formation-là, en petite catégorie. Au moins de pouvoir jouer avec les autres équipes au Sénégal. Parce que pendant tout leur séjour, on n'a pas vu ces équipes-là se confronter aux autres équipes. Parce que je pense quand même, l'utilité aurait été, par exemple, de pouvoir jauger ces garçons-là avec nos garçons d'ici. Et de pouvoir leur permettre aussi de jouer régulièrement. Mais est-ce que leur objectif c'était ça? Peut-être oui, que l'objectif c'était mais ça dit que même quand on les laisse s'installer, c'est bien. Mais ce serait encore mieux si on pouvait avoir des compétitions régulières avec eux. Je pense quand même que quelque part, on a failli sur ça. Et le problème là-bas, on a Aspaya, c'est pas seulement qu'il y a des Sénégalais, c'est 17 nationalités différentes. Et on sait dans le règlement Sénégal, on ne peut pas mettre plus de 3 étrangers. Ça veut dire que dans des promotions, il n'y a que peut-être comme il y a que Moussandia qui reste là-bas comme Sénégalais. Il y a 2 ans, il n'y a que 2 qui restaient. Donc sur le plan juridique, voilà, sur le plan juridique, et c'est des garçons qui n'ont pas encore 18 ans. Donc il faut beaucoup de papiers pour qu'ils puissent jouer. Mais nous, on avait une organisation interne qui nous permettait chaque week-end de jouer comme équipe de première division.
Je pense que toutes les équipes au Sénégal, on a pas joué avec Génération Foot. C'est juste un peu pour préparer ces jours aussi dans le haut niveau. Bien sûr. Une chose c'est l'entraînement, mais l'autre c'est la compétition. Et je pense que c'est important voilà, de se frotter à... Et donc d'avoir des joueurs de toutes les nationalités dans les grandes équipes nationales. Je crois que c'était ça l'objectif d'ailleurs de Aspire. Alors on va parler d'un autre joueur, la transition est toute trouvée. Le Moussa Ndiaye, justement, meilleur joueur de la dernière CAN U20, meilleur joueur de la finale du tournoi de l'UFOA, excellent à la Coupe du Monde en Pologne. Moussa Ndiaye impressionne à chacune de ses sorties. Les techniciens, les profanes apprécient les qualités du joueur, mais aussi un sens de la maturité poussé pour un jeune de son âge. À travers sa voix et celle des observateurs, nous vous proposons de mieux connaître le bonhomme. Reportage Momodou Ndiaye, image Radim Sissé. Sa technique, sa bonne lecture de jeu, son sens de l'anticipation, une maturité incroyable pour un joueur de son âge sont parmi les atouts de ce jeune homme qui fait actuellement le bonheur des sélections nationales jeunes. Son nom, Moussa Ndiaye. Il a une intelligence de jeu qui dépasse son âge. Il comprend beaucoup de choses que je pense même des joueurs plus âgés que lui ne comprennent pas tout de suite. La première impression que j'ai eue en le voyant jouer, c'est que vraiment on tenait un joueur exceptionnel en défense centrale. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il a beaucoup de qualités. De nous deux, je pensais que j'étais le seul à faire de bons renversements, mais a priori, il fait de bons renversements lui aussi. Et il anticipe bien devant les attaquants, vu son gabarit. Et vraiment, voilà, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit suivre pour l'avenir. Formé à l'Académie Aspire, Moussa s'est révélé au grand public lors de la CAN U20. Ses performances XXL, couronnées par le titre de meilleur joueur au Niger, montrent l'étendue du talent de la pépite qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres. C'est un gosse qui ne se précipite pas, il ne se précipite pas, il couvre toujours son arrière gauche, de par son intelligence, il arrive toujours à maîtriser l'adversaire. C'est un gagneur quand même s'il est effacé, il y a cette intensité qu'il a en lui-même qui ressort dès qu'on le met dans le terrain. Sa volonté de gagner d'abord ses duels, parce que c'est un joueur qui évolue en défense évidemment, mais au-delà de ça, il y a juste son esprit compétitif qui prend le dessus. J'ai remarqué son aisance technique, j'ai remarqué ses qualités à la récupération, à la relance, son intelligence, malgré qu'il avait un tout petit gabarit, parce qu'il fait partie des joueurs les plus petits de cette équipe en taille comme en poids. Parce que le talent mais des fois quoi. Parce qu'avant le défenseur de l'équipe nationale des U20 a été l'une des grandes révélations lors de la Coupe du Monde de la catégorie. Pas une surprise pour ses formateurs. Et il a rejoint l'académie comme tout le monde, avec la génération des gosses de 2002. Et donc depuis il est là-bas, il se développe en tant que joueur. Très timide au départ, bien sûr, parce que c'est quand même un peu impressionnant de venir de se retrouver dans une académie après un processus très difficile pour y accéder, parce que juste pour donner une idée, on commence à tester tous les jeunes en Afrique. Après il y a une finale mondiale où d'une cinquantaine de gamins, on choisit autour de 20 joueurs qui deviennent la nouvelle promotion qui rejoint l'académie. Donc c'est un processus qui dure quand même 1 an. Ce qui fait que quand on arrive, on est nouveau, on retrouve des gens qui sont dans l'académie depuis plusieurs années, il faut gagner sa place, il faut se battre. Bon, même si on est au Sénégal, on a un avantage dans son cas. On se retrouve avec des gens qui sont venus de très loin, du Kenya, du Cameroun, du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire, et on se rend compte que bon, c'est la performance qui va primer. Motivation là, quoi, parce que yombul tamit nga nek ak say morom joueur don défenseur, parce que la plupart yu bari ay meilleurs joueurs affaire ay attaquant défenseur militaire lañ koy jox, tu vois, légui yombul quoi jox ko défenseur, mais lépp liggéey la quoi ak gëm-gëm, parce que yépp ay source de motivation la quoi. Milieu offensif de formation, Moussa Ndiaye est repositionné en défenseur central par son coach U20, Youssouf Dabo. Mais pourquoi donc? À la base, c'était un joueur offensif. C'était un joueur offensif, il jouait couloir. Et même nous, quand je l'ai récupéré avec les U20, limite il jouait au milieu. Quand je l'ai mis derrière, bon, au début il n'aimait pas trop.
Mais il a pris du plaisir à jouer là-bas parce que voilà, ça nous permettait, en tout cas son intelligence nous permettait d'assurer les sorties de balle à partir de derrière. Il était capable voilà, d'éliminer, quand on était sous pression derrière, il était capable d'éliminer pour venir créer justement cette supériorité au milieu. Moussa Ndiaye ne compte pas brûler les étapes. Son credo, continuer à bosser. Le pensionnaire de l'excellence foot veut rayonner dans les plus grands clubs. Comme tout jeune de son âge, il vise évidemment, dans un futur proche, l'équipe nationale A. C'est mon rêve parce que l'autre année, je suis l'équipe A nationale. Parce que l'homme est une chère, parce que l'homme est montré sans venir. L'homme est une chère, l'autre année, il est d'idée. Mais Inch'Allah, le job est comme nous le chaque jour. Gars yi buñ dëgg la xam nga nit su la seetaanee da lay yéene dara parce que nekkul dañoo jékki-jékki wax ko man maa ko wane donc am naa loo xam mun naa fa jouer foofu mais su heure bi jotee rek moment bi su ñëwee rek incha allah dañoo gis. Voilà, Moussa Ndiaye raconté à la fois par des journalistes, des techniciens et évidemment un monsieur qui le connaît très bien et qui est assis autour de ce plateau, c'est Serigne Saliou Dia. Alors voilà un jeune homme dont on dit beaucoup de bien, dont on attend beaucoup aussi. Et est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec voilà, les propos des uns et des autres, l'intelligence du bonhomme à son âge, assez impressionnante? Très intelligent. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de jouer à tous les postes. Parce que nous, notre particulier aspect, c'est quand on fait les tests, quand on recrute les joueurs, il n'y a aucun nom en poste. Tu viens, tu es numéro 10 là-bas à Fongolemi, ok, tu viens maintenant. Par rapport au jeu, par rapport à ce que tu proposes, maintenant on te met dans un poste. Okay. C'est pour cela, parce que lui, il était meneur de jeu. Okay. Quand il est venu avec nous, on a senti cette intelligence, cette aisance qu'il avait depuis derrière pour se projeter. Donc voilà, c'est pour cela qu'on l'a mis encore défenseur central. Et je pense que c'est quelqu'un vraiment qui est très intelligent dans le jeu, qui anticipe bien, qui lit bien le jeu. Malgré son gabarit, certains ne le mettront jamais. Et je pense que lui, c'est quelqu'un qui comble ce défi physique juste par rapport un peu à son intelligence de jeu, par rapport à son sens de l'anticipation et par rapport aussi à sa clairvoyance. Et c'est quelqu'un, comme on a dit dans le reportage, qui t'amène la supériorité. C'est extrêmement important maintenant pour un défenseur moderne de créer cette supériorité au niveau du milieu. Par exemple, quand tu fixes au milieu, là c'est un adversaire que tu permets à ton équipe, voilà. Maintenant, de continuer avec ses supériorités, voilà, tu crées le surnom, tu permets à ton équipe. En plus de ses qualités naturelles, de technique, dribbleur, tout cela, vous avez ajouté certainement, lui, c'est pas cette capacité à aller au duel, parce qu'on l'a vu, il est chétif, mais c'est un garçon qui ne fuit jamais le duel. Non, il ne fuit pas le duel, lui. Ouais. C'est important de savoir quel genre d'attaquant tu as. Tu as un plus costaud, tu n'as pas besoin de physique. Non. Si tu fais physique, tu es mort. Si tu as quelqu'un même gabarit, là, tu peux mettre le physique. C'est maintenant, lui, on les a permis juste d'identifier le genre d'adversaire et de savoir quelle solution adopter par rapport à cet adversaire. On va faire intervenir Talla sur la deuxième question. Donc, est-ce que Moussa Ndiaye peut d'ores et déjà intégrer l'équipe nationale du Sénégal? La réponse de coach Dabo par rapport à cette question. Il a cette intelligence que beaucoup de joueurs n'ont pas. Maintenant, est-ce qu'il peut aller tout de suite jouer en équipe première? Il faut voir, parce qu'en équipe première, je pense qu'il faut être très compétitif déjà. Et au niveau local, c'est un garçon qui est encore à Aspire, qui ne participe pas dans une vraie compétition. Ça peut passer, je pense, avec la petite catégorie. Mais si, par exemple, il sort en sélection, qui retourne à Aspire, qui reste là-bas, par exemple, pendant 2 mois et qui ne compétit pas, on l'appelle en équipe première, ça peut être très compliqué. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut déjà qu'il soit compétitif, que ce soit sur le plan local ou même dans un club ici local, il n'y a pas de problème. Mais qu'il soit compétitif d'abord. Alors, Talla, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ce garçon, il a sa place aujourd'hui dans l'équipe nationale. Mais comme l'a dit aussi Youssouf Dabo, il a parlé de compétition. Je pense que pour le haut niveau, il faut au moins compétir. Ça, c'est un minimum.
qu'on puisse lui demander. Après toutes ces qualités qu'on a pu décrire sur le garçon, et ça, elles sont incontestables. C'est des qualités quand même, le garçon qui sont là, palpables. Tu ne peux pas dire le contraire. Maintenant, pour le faire revenir en sélection, je pense quand même que c'est un peu prématuré, parce qu'il ne joue pas. Et aujourd'hui, on sait qu'à 17 ans, il ne peut pas partir. Il est obligé encore de rester un an de plus. Et autrement, ça aurait été bien s'il pouvait se retrouver au moins dans un club pour jouer régulièrement. Oui, mais là, il y a même mon ami, comment il s'appelle Sow, qui dit que c'est... Non, Sow, notre régisseur d'antenne là, qui nous dit que c'est lorsqu'il est sorti lors du match face à la Corée que les Coréens nous ont battus en Coupe du Monde. Mais vous dites que l'argument, c'est vrai, de Youssou est valable. Mais on l'a vu avec l'équipe U20 à la CAN. Il a été le meilleur joueur de la compétition. Il va en Coupe du Monde. Il fait partie des meilleurs de cette compétition. Et bon, il est toujours à Aspire. C'est vrai, en équipe nationale, quand on parle de lui en équipe nationale, c'est pas pour qu'il vienne et qu'on le bombarde titulaire tout de suite. Mais pourquoi pas essayer voilà. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que depuis un certain temps, moi, ce garçon-là, je l'aurais repositionné même comme latéral gauche. Honnêtement. Parce qu'il me rappelle un peu le papa de Ibrahima Ba, Ozobio. Ozobio, quand il est allé au Havre, quand il partait d'ici, il était latéral gauche. Et quand il est parti en France, il a joué comme excentré gauche. Et il jouait dans la même ligne d'attaque que Badougaï. Tellement qu'il était bon. Il était petit, il avait la même taille. Il était bon techniquement, sur le plan de l'intelligence du jeu, de l'anticipation. Il se repositionnait et il pouvait positionner même ses partenaires. Et en plus, il est déjà en équipe nationale. Déjà. L'équipe nationale. Il faut relativiser un peu cette compétitivité dont on dit. Voilà. Parce que nous, à l'Espagne, on fait 8 entraînements par semaine et un match amical chaque semaine. Nous, on se paye le moyen d'aller prendre l'équipe. Les équipes, on se paye le moyen d'aller le prendre, de le donner à manger pour essayer de jouer un match amical. Parce qu'il y a toutes les équipes Sénégal contre lesquelles on a joué des matchs amicaux. De mardi à vendredi, c'est 2 entraînements chaque jour, matin et soir. Et le samedi, on fait un match amical contre une grande équipe de première division. Je pense s'il n'était pas... Et ça se voit dans les compétitions. Non, tu ne peux pas comparer un match amical et un match de compétition. Non, je ne compare pas. Je veux dire que j'accepte que le garçon ait au moins quelque chose dans les jambes. Mais la pression, le stress d'un match de compétition ne peut pas valoir un match amical. Oui, mais c'est dans 2 ans. On parle de projet actuellement. Actuellement, oui, moi je suis d'accord. Au-delà de ça, nous, chaque année, on participe à 2 tournois sur le plan international. Des tournois qui sont sanctionnés par des trophées. Alcas, si tu tapes sur Internet, Alcas, c'est un grand tournoi que les Qataris organisent. C'est une mini-coupe du monde. Il y a Real de Madrid, il y a Paris Saint-Germain, il y a Porto, des U19. On le fait aussi en Espagne. Donc c'est des compétitions. Pour aider le garçon, ce ne serait pas plus simple de le prêter à un club, par exemple, de Ligue 1 pour faciliter les choses. Je veux dire, parce que c'est vrai que ce critère de compétitivité est quand même essentiel dans le choix d'une... Vous êtes sélectionneur, vous le prenez dans votre équipe automatiquement. Non, mais ça là, laissons. Serigne Saliou, je le mets devant ses responsabilités. Vous êtes sélectionneur. Que le garçon va partir. Oui, bon, il va partir, mais en attendant... Ce n'est plus un secret de polichinelle. Maintenant, si tu es sûr de lui donner des chances de pouvoir compétir régulièrement, ce serait un plus pour lui. Vous avez absolument envie de le garder. Par exemple, nous aussi, on a notre façon de former mes jeunes, on a aussi notre façon un peu d'encadrer ces jeunes. Nous, on les met cette pression, par exemple. S'ils perdent un match à l'académie, tu sais pas, peut-être ils ne vont pas manger la nuit. On les met cette pression. Ils ne vont pas peut-être utiliser leur téléphone ou leur ordinateur portable pendant une semaine. Nous, on essaie de compenser un peu cette pression en essayant de mettre des trucs derrière où ils vont obligés de gagner. Quand tu les vas jouer là-bas à Sali, tu as l'impression qu'ils jouent une Coupe du Monde. Nous, c'est comme ça qu'on joue. D'accord, mais vous êtes sélectionneur, vous le prenez? Il a déjà pris. Non, mais bon, avec... Non, il peut encore faire son trou. Je pense qu'il peut faire son bout de chemin. Il est encore jeune, comme ils ont dit. Il joue latéral gauche. Il a joué aux Jeux africains avec Youssou. Nous aussi, à l'académie, des fois, on le met latéral gauche. Voilà, il est polyvalent. Il joue au milieu de temps en temps. Donc, c'est quelqu'un qui va faire, qui va faire son trou. Cette pression-là, je ne sais pas, compétitivité dont on parle, est-ce qu'on l'a senti
à la CAN U20, à la Coupe du Monde U20. Quand même, cette coupe, c'est pas le même niveau. Non, c'est pas. Non, mais attends, Mbappé, il avait joué l'Euro des U17, je sais pas, un an plus tard, il joue avec. Mais parce que Mbappé joue avec Monaco, qui est champion de France. Attends, même Monaco, même à Monaco. Monaco, quand il est arrivé. Il a joué une demi-saison titulaire à Monaco. Mais cette demi-saison, au début, il jouait des bouts de matchs. Il s'entraîne avec des professionnels, il joue des matchs, il a été décisif sur la fin de saison. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais quand même, le garçon a fait ses preuves, il faut le dire. Non, ça, on n'en disconvient pas. Il a été MVP d'un tournoi et il a fait une excellente Coupe du Monde. U20, c'est qu'il y a une compétition quand même très très relevée. Où jouent des joueurs. La Coupe du Monde U20, il y a des joueurs de Ligue 1, je sais pas, de première division en Europe qui jouaient cette compétition. Mais aujourd'hui, moi, je pense que oui, Talla. Moi, l'idéal pour lui, pour ne pas lui faire brûler une étape, ce serait de le laisser avoir au moins ses 18 ans, partir dans un bon club. Et certainement, il va nous valoir au moins une bonne satisfaction dans le futur. Parce qu'on en a besoin de ce garçon. Il est intelligent, il est propre, il réfléchit et il pousse ses garçons aussi. Ça me rappelle un garçon de 16 ans qui a intégré le groupe professionnel au Guinéen. Ils n'ont pas attendu 18 ans. Ils n'ont pas attendu. Mais sauf que le garçon, il compétit cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est-à-dire que quel que soit Alpha, tu ne peux pas faire du parallélisme entre un match amical et un match de championnat. Mais on peut essayer de mettre on convoque en équipe nationale des joueurs qui ne jouent pas ce match de compétition. Je pense qu'on peut le laisser entre tenir ça. On peut tout le temps convoquer ce match. Moi, l'exemple que j'ai, par exemple, si on prend 50 matchs qu'on a joué contre des équipes de première division, peut-être il y a 2 équipes seulement qui nous ont gagné. Il y a 2 peut-être ou 3 seulement qui nous ont gagné. Ça fait quelque part, ce qu'on est en train de faire là-bas, il les aide. Voilà, ça les prépare un peu pour le haut niveau. Mais comme je dis, lui, il est encore jeune, il ne se presse pas. Lui, heureusement, il n'écoute pas trop, il ne se presse pas. Lui, il sait qu'il a un chemin à faire. Et je pense... D'ici quelques temps, on est en train de parler. Je pense qu'Aliou veut plus gagner que nous. Bien sûr. Je pense qu'il est en train de le suivre. Mais pour une petite dose de rajeunissement de l'équipe, donner aussi aux joueurs locaux de pouvoir prétendre au moins aller en équipe nationale, ce serait bien aussi de faire comme tout le monde aujourd'hui. Parce que quand on voit des garçons à Arsenal ou à Rennes ou à Barcelone, des garçons de 16, 17 ans qui s'éclatent, mais on en a ici chez nous. Il ne faut pas qu'on attende que le garçon aille au Real de Madrid pour le faire venir. Quand même, ce serait désolant. Voilà. Mais quand même... Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. En tout cas, on sait que Moussa... Il y a un monsieur qui est tombé sous votre charme par rapport à votre jeu. Voilà, très bien. Alors, on va parler à présent de Génération Foot, malheureusement, qui a loupé l'occasion d'intégrer la phase de poule, vous le savez, de la Ligue africaine des champions à cause de cette défaite 1-0 au Caire. Mais Génération Foot a l'occasion de se rattraper et d'intégrer une phase de poule, celle de la Coupe CAF, à condition de s'imposer devant l'équipe béninoise de l'ESAEC FC. Je vous propose de regarder cet élément et d'en parler dans quelques instants avec Talla. Fin du rêve pour Génération Foot. À seulement 90 minutes d'une qualification historique en phase de groupe de la Ligue africaine des champions, le club sénégalais a été éliminé jeudi dernier lors des 16e de finale retour. Vainqueur de 2-1 à domicile à l'aller, les Grenats se sont inclinés 1-0 au Caire face aux Zamalek. Et ils sortent donc en raison de la règle du but à l'extérieur. L'attaquant des Zamalek a rapidement placé les Égyptiens sur la voie en ouvrant le score dès la 17e minute de jeu. Les Carottes ratent un penalty en seconde période, un raté finalement sans conséquence pour les Zamalek qui valide son billet. Pour disputer une coupe africaine cette saison, Génération Foot va devoir passer par la case barrage d'accession en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et c'est l'équipe béninoise ESAE FC que les Sénégalais devront recevoir ce 30 octobre avant un retour prévu une semaine plus tard. Chacun sa peine, on parle de l'élimination encore fraîche dans les mémoires des Guinéens, des Sénégalais par la Guinée, mais je crois qu'aussi Talla et toute l'équipe de Génération Foot ont eu une nuit blanche après cette élimination au Caire. Vous encaissez un but sur une perte de balle, c'est vrai qu'il y a eu un penalty aussi manqué par les Égyptiens, mais aussi beaucoup de regrets à l'issue de cette rencontre. Vous qui y étiez, racontez-nous.
Mais même sur ce match-là, je peux dire quand même qu'on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait tous les éléments favorables pour pouvoir au moins passer cette étape du Zamalek. Parce qu'au départ, on était parti pour l'équipe qui allait se faire laminer rapidement au match aller. Ouais. Finalement, ça n'a pas été le cas. On a tenu bon, on a gagné par 2-1. Même si on regrette d'avoir pris ce but-là au match aller parce qu'il n'y avait pas de place pour ça. Mais bon, il fallait faire avec. Mais sur le match retour, sur l'ensemble du match, franchement, il n'y a que des regrets. Parce que quand on discute avec un garçon comme Khadim Diaw qui te dit « Père, on a eu 8 occasions ». C'est eux-mêmes qui les ont comptés. 8 occasions. C'est-à-dire que autant de frappes cadrées. C'est-à-dire que 8, ou c'est le gardien qui dévie, ou c'est le gardien qui touche du doigt ou de la main, ou quel que soit alpha. Donc c'est pour dire quand même que sur ce match-là, on ne peut qu'avoir de la déception. Mais quand même, on ne va pas non plus jeter en pâture ces garçons-là. On va les encourager. Mais est-ce que la première défaite, ça n'a pas été justement d'accepter de rejouer ce match? Certains vous le reprochent, hein, le fait qu'il y ait eu une décision de la CAF. Pourquoi n'être pas allé au TAS alors que vous étiez quand même dans votre droit? A priori, vous alliez gagner. Pourquoi avoir voulu faire dans le reculoir? Dans l'article 9 du règlement de la CAF, il y a un vide juridique par rapport à un désaccord entre deux clubs. Ce vide-là, c'est que quel que soit Alpha, il peut y avoir une reprogrammation. Donc, pour ce qui est de la délocalisation et de la déprogrammation, seule la commission interclub est habilitée à pouvoir programmer. Et ça, c'est en cas de désaccord. Dans ce cas de figure, c'était un désaccord. Parce qu'eux, ils ont proposé. Ça, c'est quand même un aspect assez important. Le Zamalek avait écrit à la date du mercredi 26, ou je crois, pour demander une délocalisation sur ce match. Nous, on a répondu le jeudi pour dire qu'on n'acceptait pas la délocalisation et que le match, on le maintenait à la date prévue, c'est-à-dire le samedi 28 septembre. Et donc, à partir de ce moment, il y a eu Anthony Bafoué qui a envoyé un courrier pour demander la délocalisation. Mais sachant que lui-même, quand il faisait ça, il n'était pas sûr de son affaire. Parce qu'il savait pertinemment que la seule convocation qui restait valable, c'était la convocation qu'on avait reçue de la CAF. Et que lui, en tant que secrétaire général adjoint, il n'avait pas ni les prérogatives, ni le pouvoir de pouvoir faire tout ça. Donc, dès cet instant-là, on a consulté des avocats, on a consulté même des anciens du TAS. Il y a même un Sénégalais dont je tairai son nom, qui nous a conseillé, en nous disant, même si vous allez au TAS, le match va être reprogrammé. Et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir gagner par tapis vert. Parce qu'eux aussi, ils pourront brandir le fait qu'ils ont eu les arbitres qui ont constaté un forfait. Donc, il y a le commissaire du match qui était à Alexandrie, les arbitres qui étaient à Alexandrie. Et donc, à partir de ce moment, nous aussi, on ne pouvait que se défendre par rapport aux arguments qu'on avait, c'est-à-dire une convocation officielle de la CAF. Et eux, ils avaient aussi un autre argument, en disant que nous, on a reçu une lettre. Mais la lettre, elle ne fait pas foi par rapport à une convocation officielle. Parce que dans la lettre de M. Anthony Bafoué, il nous demande de faire preuve de compréhension et de coopération. Oui, bien sûr. Donc c'est pour dire que lui-même, voilà, c'est pas un ordre qu'on nous donnait d'aller jouer à Alexandrie. Donc à partir de ce moment, donc, on s'est dit, s'il y a un arbitrage correct, si on doit reprogrammer le match, tant mieux, la CAF est en mesure de pouvoir arbitrer cette affaire-là normalement. Mais j'ajouterai que si demain c'était Génération Foot qui était dans cette situation, c'est sûr qu'on nous aurait éliminés depuis. Très bien. Bon, en tout cas, c'est un précédent. Vous marquez le coup. Mais absolument. Maintenant, aujourd'hui, on peut aussi se dire que tout n'est pas perdu parce qu'il y a un match à jouer et on a une possibilité quand même d'intégrer une phase de poule et ça doit être une motivation supra importante avec ce match contre une équipe béninoise. Je pense que c'est une école de journalisme dont on parle. École supérieure d'administration. FC. Donc, qui sont déjà à Dakar. Voilà, mercredi, vous aviez demandé une reprogrammation, mais celle-ci ne vous a pas été accordée. Donc, dès mercredi, il faudra aller jouer à Thiès et essayer de faire un bon résultat. Et c'est ça le plus important. L'objectif aujourd'hui, il est clair, et les garçons le savent. Hein. Aujourd'hui, c'est pas de faire dans la dentelle. Peu importe la manière, c'est de se qualifier. Donc, parce que
l'équipe qu'on a aujourd'hui, en valeur intrinsèque, cette équipe-là, au moins, elle nous doit de pouvoir se qualifier en Coupe CAF. Parce que on a les éléments, parce que quand on voit l'effectif de cette année, vraiment, c'est un effectif de qualité. Parce qu'à tous les postes, on a des garçons capables de se suppléer. Quoi. Ouais, mais justement, on va espérer que l'adage « jamais 203 » va se confirmer. On va jouer contre des Béninois. On les a joués à la CAN, ça n'a pas été facile. À l'UFOA également, ça n'a pas été facile. Et là, on les joue en club. Vous qui avez joué des Béninois tout récemment, quand même, à quel genre de match on peut s'attendre face à eux? Ben, les Béninois, c'est des gens qui sont un peu très techniques, qui sont très vifs, mais qui manquent encore une fois de rigueur, qui manquent un peu de cran dans le jeu. Donc c'est des équipes qu'il va falloir chercher, qu'il va falloir imposer ce qui va dans le match. Et je pense que Génération a cette capacité, il y a des garçons capables d'aller chercher cette équipe béninoise, de les empêcher de faire ses prêts. Parce que c'est des gens, c'est des garçons qui veulent jouer. Et tactiquement, c'est des équipes aussi qui ont une bonne organisation défensive. Il va falloir que si les gens ont le ballon, essayer de contourner, garder le ballon, ne pas se précipiter pour gagner tout de suite. Non, 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 le match est dans la durée et c'est 2 matchs. Ce sera extrêmement... Parce que les équipes, quand tu fais ce bloc, c'est juste pour jouer après les transitions sur le plan offensif. Donc il va falloir que Génération joue tout en gardant et cet équilibre sur le plan défensif qui lui permet, dès qu'il perd le ballon, d'aller le chercher tout de suite. Le mot sera de contrôler le match, contrôler le ballon, contrôler aussi l'adversaire, ce qui fait qu'il ne pourra pas avoir de surprise dans ce match. Le match est à quelle heure, Tala? Parce que c'est maintenant ou jamais, il faut lancer le... C'est 18h à Thiès et c'est mercredi. Donc, et vous repartez On repart le samedi. Samedi, donc on repart et je pense quand même on a déjà le plan de vol qu'on a envoyé et j'ai même eu le directeur du cabinet du ministre, M. Ndaou, donc c'était pour anticiper un peu sur le voyage parce que bon, si c'est via la fédération avant d'atterrir au ministère, donc je pense qu'avec les lourdeurs administratives, parfois on a du mal à pouvoir régler tout ça, mais je pense quand même de ce côté-là, le ministère a été quand même très prévenant en se disant quand même qu'il fallait au moins accorder nos violons là-dessus et je pense quand même que ça va être fait et j'ai l'intime espoir que tout sera fait dans les délais pour pouvoir au moins voyager sereinement. Très bien. Bon, on va inviter bien sûr tous les Thiessois et tout le peuple dakarois maintenant que la distance entre Thiès et Dakar s'est écourtée. Et donc, à venir, hein, nombreux. L'entrée gratuite, il faut le rappeler. L'entrée est gratuite aussi, voilà. Donc, à partir nombreux supporter les Grenats. On a besoin encore qu'une équipe sénégalaise puisse revenir sur le plan africain parce qu'on se plaint beaucoup de notre équipe locale. Mais on finish. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Ces garçons-là, ils nous doivent même une qualification. Parce qu'après avoir perdu à Conakry, ils doivent se retrousser les manches en se disant au moins, par rapport à notre football local, on a besoin de cette qualification-là. Il faudrait que les garçons se disent quand même qu'il ne faut pas non plus s'arrêter. Il faut faire preuve de beaucoup plus d'ambition. Le gap n'est pas... Mais quand même, il faut que les garçons en soient conscients en se disant quand même que c'est jouable. C'est quelque chose qu'on peut réaliser. Comme je dis souvent, il faut forcer le destin. C'est pas en se disant on a bien joué mais on a perdu. Mais c'est ça, c'est trop facile. On ne dit jamais. C'est important que les joueurs se prennent en charge, qu'ils soient responsables. Qui se disent que ça, c'est nous qui devons faire le résultat. C'est vrai que l'entraîneur met en place tout, mais dans le terrain, c'est les joueurs. C'est sa capacité à courir, sa capacité à se battre sur tous les ballons, sa capacité à forcer l'adversaire à avoir ce qu'on veut. Je pense, comme il a dit, c'est extrêmement important. Le foot local est en train de faire de très bonnes choses. Tout à fait. Je pense que si Génération se qualifie, ce sera quelque chose, ce sera au moins un début comme Cheikh l'a dit. C'est pas loin. Moi, je me dis que c'est pas loin. Quand je vois GF jouer là-bas en Égypte, on te dit que vraiment... On ne sent pas cette différence qu'on dit, malgré tous les moyens que ces équipes ont. Maintenant, le Sénégal arrive à s'imposer, que ce soit contre les années passées. Nous, le président Mansour, dont on a tellement parlé sur cette affaire-là, n'a pas regardé la deuxième mi-temps que dans sa loge. Il n'a pas pu tenir le président Mansour là, du Zamalek, tellement qu'il était inquiet parce qu'il se disait à tout moment on pouvait marquer parce qu'il y avait de la place. On était assis côte à côte, je regardais les dirigeants du Zamalek, ils se disaient mais vous avez tous le chapelet en se disant mais que Dieu nous permette de nous qualifier parce que sinon on va être la risée. Et bon, on a évité le pire entre guillemets. Bon, alors on va parler à présent d'une autre équipe qui
Il a pas mal souffert hier, mais en amont, il y a eu une visite d'une délégation marseillaise ici à Dakar, à la rencontre des supporters du club français. Lui qui n'a pas porté bonheur à Marseille. Une délégation donc en visite à Dakar sur 3 jours à la rencontre des supporters du club français avec à sa tête l'ancien international sénégalais Mamadou Niang. Ce dernier a vécu ses meilleurs moments en tant que footballeur professionnel chez les Olympiens. Suivons l'entretien qu'il vous a accordé, vous, Mampatumbe, avec les images de Off-Bay. Bonjour, ça va? Merci de nous accorder cette interview. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Alors Mamadou, OM Nation, pour vous, ça signifie quoi? Ça signifie beaucoup de choses. OM Nation, ça signifie l'OM dans toute sa globalité, en Afrique, mais pas que au Sénégal, c'est dans les pays du Maghreb, dans les autres pays noirs africains. C'est toute la communauté marseillaise qui se trouve en Afrique, c'est pour ça qu'on l'appelle l'OM Nation. Et qu'est-ce qui explique que vous ayez gardé ce lien si fort avec le club de Marseille, que vous avez quitté quand même en 2011, c'est mine de rien 8 ans? Marseille, avant que j'arrive à l'OM, c'était mon club de cœur déjà, et le fait d'y avoir joué, ça a été une grande fierté pour moi. Et même si je suis parti de l'OM, j'ai gardé beaucoup d'attaches là-bas. D'ailleurs, j'y vis même après ma carrière, j'ai ma maison là-bas, je suis avec ma famille là-bas, ma femme et mes enfants. Donc je suis resté très attaché à cette ville et à ce club. Donc voilà, et le club aussi est attaché à ses anciens joueurs. Un club où vous avez laissé de belles traces, de belles performances, 217 matchs, le chiffre symbolique de 100 buts, un doublé Coupe de la Ligue Championnat, meilleur buteur. Est-ce que c'est votre plus beau passage en tant que joueur professionnel dans votre carrière? Bien évidemment, parce qu'il y a eu déjà cette consécration en 2010 avec ce doublé Coupe Championnat de France, ce titre de meilleur buteur aussi, le trophée des champions qu'on a remporté aussi. Donc voilà, c'était pour moi la plus belle saison de ma carrière. Ça m'a laissé que des grands souvenirs à cette époque, parce qu'on avait un groupe exceptionnel aussi, un entraîneur fantastique qui a eu le bonheur aussi de gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc voilà, je garde que des bons souvenirs de mon passage à l'OM. Un beau passage avec des trophées. Aujourd'hui, la donne a plus ou moins changé. Est-ce que vous redoutez qu'on perde un peu cette base affective de Marseille à travers justement OM Nation, puisqu'il y a un autre club rival qui est en train de performer et qui met beaucoup de moyens et qui a beaucoup plus de stars que l'OM actuel? Oui, mais l'OM a son histoire, l'OM a son vécu, l'OM a cette puissance sportive et économique qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser en Ligue 1. Il n'y a aucun club en Ligue 1 qui peut rivaliser avec eux. Les seuls qui peuvent rivaliser avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est son Manchester City ou je ne sais pas, le Real Madrid ou le Barça. Alors Mamadou, vous êtes resté à Marseille, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi resté dans le foot. Vous êtes désormais dirigeant de club de foot, Consola Marseille. Parlez-nous de ce projet. C'est le projet de Soulé et de mon ancien agent, Karim Maklil, qu'ils ont essayé de monter, qui est un projet qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de temps. On rencontre pas mal de difficultés. Financières, entre autres, financières, mais voilà, c'est un projet qui est lourd, qui demande beaucoup de temps, et des fois dans le foot, t'as pas de temps. Et il faut avoir des performances tout de suite. Donc c'est pas évident, mais nous on croit en notre projet, on se bagarre énormément, on se donne les moyens de réussir, même si c'est pas facile au quotidien. C'est le projet qui vous a semblé le plus attractif dans votre reconversion? Non, je dirais pas ça. Comme je l'ai dit, moi dans ma reconversion, que c'était à l'Atlético ou ailleurs, j'aurais quand même passé mes diplômes. Donc c'était une chose que j'avais en tête avant même d'arrêter ma carrière. Donc c'est une chose que j'ai commencé à faire. J'ai le premier, le BEF, le brevet d'État fédéral. Là je vais attaquer le second, le DES. Donc voilà, c'était... Vous avez envie d'entraîner, de transmettre? J'ai envie de transmettre, que ce soit même en tant que coach ou éducateur ou je sais pas autre, mais
c'est quelque chose qui me plaît énormément. Parlons à présent de l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce que vous avez gardé... Je savais que tu allais revenir sur ça, mais bon. On va allez-y, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Les liens que vous gardez avec cette équipe, est-ce que vous avez encore des contacts avec les joueurs qui jouent? Et bon, on va parler aussi de l'évolution. Il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées dans cette équipe nationale. Quel lien vous gardez avec cette équipe? Bah écoute, première chose, l'équipe nationale, j'ai plus beaucoup de liens parce que c'est des joueurs qui sont jeunes, c'est notre génération. Peut-être avec Lamine Gassama parce que c'est un petit à moi, puisqu'il est de Marseille. Avec Edouard Mendy parce qu'il est passé à Marseille. Avec Mbaye Niang parce que je l'ai connu très jeune, j'ai joué encore au foot. Entre autres, tu vois, mais pour la plupart, c'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs qui étaient très jeunes lorsque j'ai joué, j'ai évolué encore. Mais c'est une super génération. C'est des joueurs qui sont pétris de talent, qui sont très forts, humbles. J'étais très triste, très déçu quand ils ont perdu la finale de la CAN parce que franchement ils sont battus avec le cœur. On n'a pas eu la victoire au bout, mais bizarrement ça n'a pas attristé les gens plus que ça parce qu'ils ont vu qu'ils ont tout donné. Ils n'ont pas triché, ils ont essayé de construire, garder leur jeu. Même en étant menés en finale contre l'Algérie, ils ont gardé les principes de jeu, c'est-à-dire jouer, faire tourner, essayer de... Voilà, on n'a pas gagné, mais je pense que cette équipe-là, c'est à continuer ensemble, à continuer à travailler ensemble. Inch'Allah gagnera quelque chose et elle le mérite amplement parce que c'est comme je l'ai dit, c'est des jeunes qui bossent beaucoup, c'est des jeunes qui sont humbles, qui sont respectueux et qui sont sérieux et je leur souhaite vraiment de gagner quelque chose. Donc vous préconisez la stabilité autour de cette équipe et autour de ce groupe? Bien sûr, parce que pour construire, pour bâtir quelque chose, il faut du temps, ça ne vient pas du jour au lendemain. Écoutez, on aura toujours des échecs dans la vie, mais le plus important, c'est sa capacité à se relever. Ouais, vos pires souvenirs en équipe nationale, vous y êtes allé, vous êtes resté presque 10 ans, 2002 à 2012, vous avez fait 4 CAN, vos pires souvenirs? Je dirais que c'était la CAN 2008 et 2012, où on est passé complètement à côté, mais ce sera plus 2012, parce que 2012, j'y crois vraiment, parce qu'on avait l'équipe pour faire quelque chose. On avait fait des qualifs exceptionnels, avec 5 victoires à nul. On avait éliminé le Cameroun, on avait fini meilleure attaque de toutes les qualifs et meilleure défense de toutes les qualifs. On avait vraiment bon espoir sur cette CAN. On est passé totalement à côté. Les raisons pour lesquelles on est passé à côté, je les connais, mais je ne vais pas les dire. Je vais les garder pour moi. Voilà, c'est fait, c'est des choses qui sont arrivées. Voilà, on est passé à autre chose. Mais c'est clair que ça reste l'une de mes plus grandes déceptions. Ouais, j'ai revu un match Sénégal-Togo pour la qualif au Mondial 2006. Vous égalisez sur l'ouverture du score togolaise. On fait un match nul 2-2 et ça nous empêche d'aller au Mondial. Est-ce que ça revient dans vos têtes de temps en temps? Oui et non, parce que les points, on ne les a pas perdus sur ce match-là, on les a perdus bien avant. Et puis si on regarde le match contre le Togo, on s'élimine nous-mêmes parce qu'il nous suffisait de gagner. On gagnait 2-1 et au lieu de jouer avec l'expérience et de conserver ce résultat et cette victoire, on a voulu marquer ce troisième but pour nous assurer le goal average. Donc on a poussé et dans les dernières minutes on se fait contrer, on se fait égaliser. Ça a été une erreur stupide de notre part parce que, comme je le répète, il nous suffisait juste de rester à ce score de 2-1. On s'est tiré une balle dans le pied, on pouvait s'en vouloir qu'à nous-mêmes et puis voilà, ça a été une déception, mais comme je le dis, la plus grande, ça a été 2012. Et vos meilleurs souvenirs? Il y en a forcément quelques-uns. C'est dur de dire meilleurs souvenirs parce qu'on n'a pas gagné. Je dirais... Des bons moments alors? Des moments, ça va être mon premier match avec l'équipe nationale, contre la Bolivie. Ça a été mon match en Afrique du Sud, sur le trophée Nelson Mandela. Ça a été quelques matchs comme ça, mais sur des compétitions, j'ai pas spécialement de bons souvenirs. Mamadou, merci. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt, j'espère. Voilà, Mamadou Niang sur l'équipe nationale du Sénégal et l'OM. Les supporters marseillais, on le disait, n'ont pas passé une très bonne soirée, même s'il y avait une fan zone hier du côté du centre-ville. Voilà, en tout cas, c'était la grande déception. Après cette raclée infligée par le Paris Saint-Germain, un match qui n'a duré qu'une seule mi-temps. Et certains même, je pense, ont tout petit peu prévu ce scénario, comme vous allez le voir dans ce reportage.
lorsque... Là-bas au parc, c'est toujours un match extrêmement difficile, d'autant plus que nous sommes restés plusieurs saisons sans en tout cas ramener un point du Parc des Princes. Cette année, nous sommes encore conscients que ça va être extrêmement difficile. Mais au-delà de l'aspect, en tout cas, de l'aspect numérique, c'est-à-dire les points qu'on pourrait grignoter au Parc des Princes, il y a l'aspect de l'ambiance, il y a l'aspect de cette ferveur populaire que constitue l'Olympique de Marseille. Il n'y aura pas match, parce que vu l'effectif du Paris Saint-Germain, on ne peut pas bomber. Mais un match n'est jamais joué à l'avance, mais avec les joueurs qu'on a, vous savez, bon, je ne peux même pas m'exprimer parce qu'il n'y a pas photo. métti na trop quoi parce que ni ñu ko préparé yëpp nag première mi-temps bi 4-0 ça fait un peu mal quand même. À la victoire comme à la défaite, Marseille à vie. am nañ problème alignement ça se voit Bouna Sarr day tardé si action yi lu bëri day am problème alignement ak Strootman il est trop à découvert quoi. Voilà, ça n'a pas souri aux Olympiens hier. Alors, Serigne Saliou Tall, merci de nous avoir accompagnés. Nous, on va vous accompagner avec du foot européen. Alors, Serigne Saliou repartira à Aspire pour une courte période, retravailler, se remobiliser pour l'équipe nationale. Il faut trouver des challenges. Bon. Oui, trouver des challenges, continuer à travailler, comme on dit. Je pense que le foot devra continuer. C'est vrai, il y a une élimination qui a été très amère, très difficile à avaler, comme on dit. Mais je pense que le succès n'est pas loin. Et le succès passera inévitablement par du travail. Ils vont continuer sur cette lancée. Pour continuer à avoir ces genres de matchs amicaux, qu'on continue aussi à un peu plus conscientiser, un peu plus les joueurs, développer plus nos clubs pour qu'ils puissent plus ou moins garder ces joueurs. Parce que je pense que c'est important. Les autres arrivent à l'avoir. Nous, il faut qu'on essaie d'avoir des créneaux pour essayer de garder nos meilleurs joueurs. Mais le problème Sénégal, même chef qui est là, chaque année, il perd ses meilleurs joueurs. Et chaque fois, on a cet objectif d'aller de l'avant, on a tout le temps de gagner. Et derrière, il y a des choses qui ne suivent pas. Bien sûr. Mais encore une fois, nous, on se charge de tirer, on essaie de faire avec les éléments que nous aurons à notre disposition pour essayer un peu de relever le défi. Alors, victoire pour GF mercredi. Pas de but encaissé. Oui, surtout. Oui. Surtout. Je pense que cher. ça devient un syndrome maintenant de subir le but encaissé à Dakar. Oui. Ce qui nous a valu une élimination. Je pense que les garçons en sont conscients. Je pense quand même qu'il va falloir faire beaucoup plus de preuve de rigueur et de concentration. Parce que quand on veut jouer comme dans ce milieu professionnel de haut niveau, il faut éviter certaines erreurs. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec l'expérience de certains dans le groupe, de ne pas se parler, de ne pas respecter les consignes de l'entraîneur, de ne pas rester concentré, surtout dans le jeu, parce que c'est ça qui est important. Peu importe si tu gagnes 1-0 ou 2-0, mais l'essentiel c'est de ne pas prendre de buts. Et c'est comme ça qu'on peut maintenir une qualification à l'extérieur. Parce que si ça se jouait au retour à Dakar, on aurait compris. Mais quand tu dois voyager après, je pense quand même qu'il y a un minimum à préserver ses chances. C'est de ne pas prendre un but à domicile. Et c'est comme ça quand même qu'on peut franchir des étapes. Je pense quand même aujourd'hui, dans cette équipe, il y a des garçons qui sont en équipe nationale, qui constituent aujourd'hui l'ossature de Génération Foot, qui doivent se prendre en charge en se disant aujourd'hui on a un défi à relever. C'est à nous de pousser cette équipe-là vers le haut. Tout à fait. Et parce qu'aujourd'hui on a pu récupérer César qui fait un plus. Et je pense quand même que bon, lui aussi il en est conscient. Il sait qu'on attend beaucoup de lui. Et tous ces renforts qu'on a eu cette saison-là, je pense quand même que tous les ingrédients sont là quand même pour avoir au moins cette qualification-là. En tout cas, bonne chance. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, hein, cette qualification en phase de poule, cher Tidiane. En dehors du Classico, l'actu du foot européen a été fournie. Il y a eu Liverpool-Tottenham notamment. Liverpool qui reprend sa marche en avant. La Juventus de Turin tenue en échec en Italie. Et puis en Espagne, en surprenant leader qui s'appelle Grenada. Cher Sali Bougara.
ou peu de changements dans les grands championnats européens ce week-end. En Angleterre, la 10e journée de la Premier League a vu le leader Liverpool remporter le choc face à Tottenham. Une victoire renversante de but à 1. Son dauphin Manchester City s'est baladé devant Aston Villa 3 buts à 0. Leicester, qui complète le podium, a atomisé Southampton 9 buts à 0. Le record du championnat est égalé. Chelsea et Manchester United, très efficaces, se sont défaits respectivement de Burnley et de Norwich. En Espagne, à cause du report du Classico, les deux premiers au classement n'ont pas joué. La Vigo 1 but à 0, la Real Sociedad s'est hissée à la 3e place. Atlético Madrid est au pied du podium après sa victoire sur Athletic Bilbao 2 buts à 0. En Allemagne, pour Bayern Munich devant Union Berlin. Fribourg complète le podium alors que le derby de la Ruhr entre Schalke et Borussia Dortmund s'est conclu sur un nul blanc. En France, le Paris Saint-Germain a creusé l'écart et fait étalage de sa puissance lors de la 11e journée de la Ligue 1. Dans le classique de la 2e place, malgré sa défaite à Monaco 1 but à 0, Lille monte sur le podium au profit de sa victoire devant Bordeaux. Pendant ce temps, Lyon renoue avec le succès face à Nice 2 buts à 0. En Italie, la 9e journée de la Serie A n'a pas souri au premier. La Juventus s'est contentée de nul, 1 but partout à Lecce. L'Inter de Milan de son côté est tenu en échec par Parme de Zervigno, 2 buts partout. Naples aussi n'a pu faire mieux qu'un nul, 1 but partout face à la Spal. Auteur du carton de la journée, 7 buts à 1 face à Udine. Atalanta Bergame déloge les coéquipiers de Kalidou Koulibaly du podium. Voilà. On parle de basketball. Voilà, oui, basketball avec une première pour l'AS Ville de Dakar en titre de champion national remporté ce samedi au stade Marius Ndiaye de Dakar devant le Duc 66 à 60. Un match disputé qui a vu l'équipe de Moustapha Gaye s'imposer dans le Money Time avec une excellente Sabel Diatta qui a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points. Élue MVP de la finale, l'AS Ville de Dakar a donc la possibilité de faire en doublé puisque samedi prochain, l'équipe de la mairie de Dakar va jouer à la finale de la Coupe du Sénégal face à Saint-Louis Basket Club. On reste avec du basket, cher Tidiane. Dans les coulisses, fin de saison mouvementée pour le Dakar Université Club, qui a vu sa coach Boïka Fall démissionner avant même la tenue de la finale. Elle évoque dans un entretien accordé à nos confrères de Sport Sénégal, je la cite, avoir vécu ces derniers temps des moments difficiles. Dans la foulée, Mahansek, son adjoint, a aussi annoncé sa démission. À noter que la finale féminine de ce championnat donc, a été aussi boycottée par les supporters étudiants. Nous allons dans quelques instants recevoir Mamadou Ndiaye et Madio Père pour parler des buzz du web et du hippisme. C'est parti. Madiop ñu ngi lay nuyu. Mame Fatou nuyu naa la nuyu Cheikh Tidiane Diawo nuyu Mamadou Ndiaye. ah Mamadou ñu ngi lay nuyu téléspectateurs yi ni seetaan. pardon waaye dañ la namoon. maa ngi rawoon fuuf. moo nekkoon namoon naa leen lool moo tax mu ñëwaat ak force. gisoo fi mu doon nii maa ngi mel ni naaru góor. non noppalu ko bi moo yàgg. waaw noppalu ko bee yàgg. li nga récupéré moo tax nag ba pare ba dem France noppalu ko. xam nga booy noppalu ko dem France noppalu ko. waaw doo ñu yóbbaale. doo ñu yóbbaale yaa ma njëkk a dem nag moom. alors tey loo ñu indil assemblée générale hippisme. waaw tey assemblée générale bi xam nga nag bu ñu liggéeyee ba saison bi tëj dañuy ne xayma nag li nga xamante ni moom lañ liggéey teg ko table yi. moom la président Cheikh Tidiane def ak ñi mu àndal ñëpp ci comité national de gestion des courses hippiques barki démb ci alxames yi la ñu jël li nga xamante ni moom lañ def ci CNG courses hippiques yëpp ci wàllu xaalis ak ci wàllu droit yi nga xamante ni moom la ñuy doxalee courses hippiques yëpp mu xayma ko teg ko table ñu wax fas yéene ko waxtaanee mu nekkoon loo xamante ni tubaar fakal la bi ñu fay mujj jugee ci ndorteel gi ñëpp mujj nañu ànd ci li nga xamante ni moom la Cheikh Tidiane jël teg ko ci kaw table ji ñu dem seetaani éléments yi nga xamante ni moom lañ fa jëlee ci ñi nga xamante ni ñooy propriétaires yi nga xamante ni ñooy dawal seeni fas ñoom ñëpp tamit am nañu ci wax ay kaddu ak ñi nga xamante ni ñoo fa teewaloon ki nga xamante ni moom ministre des sports ak président Cheikh Tidiane ñu seetaan kaddu yooyu te ñëwaat ci biir plateau ñu convié woon ci assemblée générale comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal ñu ñëwoon jox ñu rapport yi ñu discuter ji mais yàlla gis nga li muy def ku ci nekk si sa xalaat ngay wax histoire amu ci coow amu ci yàlla wane na ni tey ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi
ku ci nekk amul lenn loo denc question boo bëgg a posé nga ko. du fekkee LONASE da laa jox 160 millions nga dépassé 240 millions kooku mënoo ko justifier parce que leneen li moo ko dem utal boppam sur la base du sponsor ak ay parrainage yi tuddee nit ku mel ne premier ministre grand prix chef de l'État président de la République son excellence yëkkati jox ñu ni fay leen prix première dame également donc côté boobu man gisuma ci awma ci benn inquiétude pour man la transparence am na fa total. def nañu assemblée générale tey ñu ne budget bi nga xam ne bi moom moo doon budget 2019 293 millions la 293 millions yoo xam ne yi engagement fas yi ndax bu ñuy dawali fas wu nekk da ngay engagé maanaam da ngay cotiser cotisation bi gën a tuuti 30 000 francs la bi ñu xayma engagement fas yi ndax dañ ne 1084 engagement la ñu am engagement fas yi 12% la ñu xool frais d'organisation yi maanaam bu ñu dee organiser course frais yi man bi ma ko calculer 17% la ça veut dire que lii fas yi di engagé maanaam organisation bi daf koy daal di lekk. xam nga loolu incohérence mënu ko weesu. ba pare fas yi boo xoolee tey jii li nga xam ne lii moom la ñuy jot ci 293 millions yooyu à peine 50% la. wax nañu ci lépp wax nañu ci activités yi wax nañu ci compétition yi ni mu déroulé di rafetlu course fas yoo xam ne lu ci ëpp ñu ngi ko def ci hippodrome mu Thiès ba nga xam ne ñoom ñëpp bëgg nañu Thiès bëgg nañu dem fu ne mais lu leen gën a leen mooy ñu am seen hippodrome national loolu nag de je crois que chef de l'État jël na engagement boobu donc du yàgg loolu yëpp nañ ci continuer liggéey ci. sant naa yàlla bu baax ci assemblée générale bi ni mu déroulé woo ba jeex parce que au départ question yi gars yi doon posé question yu am solo la parce que nga xam ne lépp lu laaj les finances rek war na nga leeral ko. dañu jox 2% des recettes de la LONASE loolu nag dafa am lu ci xaw a lentu mooy LONASE daf ne 2% yi ci solde concessionnaire la ko mun jox c'est-à-dire moom bu génnee ay frais ba pare la ca des mën na ci génne 2%. état bi nag dafa ne joxeel 2% sur les recettes brutes du PMI foofu nag moo am suñu lënti waaye loolu yëpp amul benn problème parce que directeur bi boo toogee ak moom dana la wax loo xam ne di nga ko mun dégg parce que LONASE dafa am ay engagement auprès de l'État amit ay engagement si les cas sociaux yi nga xam moom lay régler donc LONASE mënul lim am yëpp mu jox ko course hippique bu ñu tane waaye li chef de l'État wax man wóor na ma Amadou Sambou Kane dana ko def. pas ou peu de changement. voilà. wax wóor na Amadou Sambou Kane dina ko def loolu nag moo nekkoon li nga xamante ni mooy assemblée générale bi amoon foofu Mame Fatou nekk loo xamante ni ci wàllum koppar yi xayma nañ ko li nga xamante ni moom la CNG hippique dépassé ci saison bi ak li nga xamante ni moom la ko LONASE jox loolu lépp bi ñu ko xayma nag li nga xamante ni moom la CNG di dépensé mu ëpp fopp li ko li nga xamante ni LONASE ñu jox mu nekk loo xam si tamit ñëpp ñi toogoon ci table bi ñëpp mujj nañ ci d'accord ci ni CNG vraiment mi ngi liggéey bu am solo pour jëmale course hippique ca kaw ci kanam. merci Madiop kontaan nañu trop ci gisaat la ci plateau bi donc dañuy jàll ci les buzz du web avec Mamadou Ndiaye. Alors Mamadou, avec les U17, on reparle du magnifique coup franc de Pape Matar Sarr qui a fait trembler la toile, les réseaux sociaux. Pape Matar Sarr, un spécialiste en la matière, il avait marqué presque la même chose chez les petites catégories. C'était à Denis Birandao. Regardez et comparez le premier à Denis, le second c'était hier à Victoria au Brésil. Regardez. Souleymane Faye, le coup franc avec Pape Matar Sarr. Quel coup franc! Quel coup franc de Pape Matar Sarr! Exceptionnel, exceptionnel! Wonderful! En premier mi-temps, je vous avais dit que Pape Matar, pourquoi il ne tirait pas les coups francs? Il était très bon. Donc pourquoi pas qu'il ne prenne pas les coups francs pour qu'il les tire? Ah, il envoie un missile dans les buts de Damien Las. Voilà. Ah, c'est quelle danse ça, coach? Voilà. Ça, on dirait que c'est Wally. Ils sont des jeunes, donc c'est Wally. Ah, il marque un, voilà, très joli coup franc. Splendide. Plat du pied ouvert. Moi, je l'ai dit auparavant, pleine lucarne. Parce que c'est un bon tireur. Auparavant, je dirais pourquoi il ne prenait pas les... Quel est votre choix, le premier ou le second?
Bon. On dira le second. Dernier. Ouais, le second. Parce que c'est peut-être il est pas mal. mieux filmé. Alors, vous connaissez Sidi Sarr, vous connaissez désormais Pape Matar Sarr. Tenez-vous bien, ils sont cousins, ils appartiennent à la même famille des Sarr, des footballeurs nés à Thiès. Ouais, ils ont le foot dans le sang. Exactement. On parle du classico à présent. Je crois qu'on en a déjà assez parlé. Ouais. Mais cette fois-ci, un peu en décalé, Kylian Mbappé qui explique le pourquoi de sa célébration après son but contre Marseille. Oui, l'attaquant français a donné sa réaction sur les réseaux sociaux de sa célébration si particulière après son premier but. Il a dit ceci sur son compte Instagram. Beaucoup me demandent le pourquoi de ma célébration. C'est juste une petite anecdote privée d'avant-match avec mes amis et non une quelconque vanne contre l'OM ou une réponse aux récentes critiques. Bon, ça a l'air quand même d'une grosse vanne. Hein. Après, comme on dit, ce qu'il dit, tout le monde le sait déjà. Il y a Dugarry qui avait dit avant-hier qu'il est en train de se neymariser. Neymariser, oui. Répondre aux critiques. Tout à fait. Alors, rugby, à présent, fait rare d'ailleurs. L'image de la semaine, c'est quand les rugbymen anglais défient le AK des All Blacks. Ils ont avancé en formant un V au-delà de la ligne médiane. En tout cas, ils ont osé défier le AK des All Blacks. Les joueurs du 15 d'Angleterre ont défié les AK des All Blacks. Même il fallait l'intervention des arbitres. Regardez. Ça a l'air d'avoir marché puisque les Anglais ont gagné cette demi-finale. Effectivement, un match remporté. C'est bon, ça donne du piquant et puis c'est pas, ça donne. C'est du sport. Oui, c'est du sport. C'est du spectacle aussi. Oui, c'est du spectacle. En tout cas, le match remporté 19-7 samedi à Yokohama. Et je rappelle que la finale du mondial de rugby opposera l'Afrique du Sud à l'Angleterre, le remake de la finale de 2007. Alors, on termine avec du basket et ce fort moment d'émotion. C'est ce Masai Ujiri qui s'est rendu en compagnie de sa fille au Nigeria, chez lui, où il a rendu une visite surprise à ses parents, à qui il a présenté le trophée de champion de NBA, remporté par les Raptors de Toronto, dont il est le manager général. For Ujiri was to get back to his true home, to Nigeria, so he could show his parents what he had done. I want to say thank you. Thank you, sir. Thank you. You'll be all right. You climb higher and higher. Important. Oui. ah jooy kontaan de moom baax la moom. jooy kontaan kon nan gisoo trophée bi. kon nan jooy. da ko indil waajuram ay parents. ndeysaan. lii jar na liggéey ba dee. Wallaahi, je te jure. jooy leen. On termine avec la vidéo bonus. Oui, on termine. C'est du foot féminin avec cette image inédite en plein match. Une joueuse perd son voile. Regardez le geste plein de fair play des adversaires. Tout le monde applaudit. Ça s'est passé en Jordanie. Et surtout le respect. Fair play et solidarité. Voilà, merci Boubedou, c'est tout. C'est tout. On se donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, Madiopa.
waaw ba altine jàmm incha allah xanaa ba suba incha allah suba naar góor nañ teg lépp spécial xanaa di souhaiter joyeux anniversaire à madame Fall aussi di rek Génie Ndiogo sama xarit nekk le retour en force il avait promis lépp la si jaxase merci Ibou Cissé merci Demba Ndao merci à notre réalisateur Vieux Diouf au son notre ami Baye maquillage Marème merci à notre régisseur Doudou Sow sans qui rien ne pourrait fonctionner comme il faut ici. Merci à nos monteurs aussi, Tafa Djoum, Youssou Silla et un autre Youssou. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.